ce dernier séminaire de la dernière journée, dernière heure. Vous aurez commencé avec nous, vous terminerez avec nous votre année en fait. C'est magnifique. Et je vais vous laisser assez rapidement, Oumed, messieurs Parisi et Gémis, pour vous présenter un petit peu ce qu'ils font chez Spacebell. Merci de ne pas parler pour rien pour ceux qui aiment parler. Voilà, bonjour à tous. Le soleil n'est pas encore couché, donc on va tourner bonjour. Merci d'être là. Donc j'entends que c'est vraiment la dernière heure. Donc des courageux. On va essayer de ne pas vous assommer. Et donc, comme vous le savez, comme c'est écrit, le sujet du jour, c'est du logiciel. C'est pertinent, je pense. Et plus particulièrement du logiciel pour les satellites, les véhicules spatiaux, les fusées. C'est le genre de logiciel que nous développons à Spacebell, pas loin d'ici, hein, sur les hauteurs du Certillement, depuis maintenant une trentaine d'années. Donc on va passer brièvement en revue. On va esquisser le sujet, parce qu'il est vaste, on va essayer de présenter les choses belles et agréables à propos du logiciel, ce qui peut vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec le logiciel. Et donc, pour commencer on va se présenter. Donc, j'aurai l'occasion de décrire plutôt ce qu'est un peu Spacebell très rapidement. Donc, moi, je suis responsable d'une des unités d'affaires de Spacebell, de la société, et en l'occurrence celle qui est en charge du développement de ce logiciel vol-bord embarqué dans les satellites. Et moi je suis sorti de l'université de Liège il y a maintenant bien longtemps. Donc je suis ingénieur civil, sorti de l'université de Liège. À l'époque on ne parlait pas d'ingénieur civil informaticien, on était juste électricien, il y avait des courants forts, les centrales électriques, la distribution, les réseaux électriques, les courants faibles, c'était l'électronique, il n'y avait pas de courant du tout, c'était l'informatique. Et Joachim, éminent représentant de nos ingénieurs et qui a usé ses culottes sur les mêmes bancs que vous. Je m'appelle Joachim Gémis, je suis développeur chez Spacebell, justement dans la BU de Paul. Et j'ai fini mes études ici à la presse en 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà ? Ça commence, hein ? Voilà. Et il est toujours là. Donc voilà. Donc on va commencer par vous esquisser déjà ce qu'est le spatial, le domaine du spatial. Et pour reprendre, finalement, un peu plagier Stephen Hawking, qui était un éminent astrophysicien. Voilà. Donc en clair, l'histoire de la Terre s'étend sur plusieurs milliards d'années. D'ailleurs, des récentes découvertes qui sont liées justement à l'exploration spatiale due aux engins spatiaux que l'on envoyait, en particulier des James Webb et des Euclid, ont permis même maintenant de reculer un petit peu et de se dire que c'est pas 13,7, c'est ça. Il y aura peut-être bien 1 ou 2 milliards en plus. Parce que plus on va regarder loin dans l'univers, plus on remonte le temps. Mais sur cette échelle du temps, l'histoire du spatial, finalement, ce n'est jamais que les 60 dernières années. Et ça a commencé dans l'immédiate après-guerre. Et je pense que vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais les premiers à vraiment avoir dans l'espace, c'était les Russes avec Sputnik. Sputnik, c'était une sphère qui faisait quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et d'aucuns diront que la seule chose qu'elle faisait, c'était de faire bip-bip. C'est pas tout à fait exact. Dans ce bip-bip, il y avait quand même quelques informations intéressantes, qui étaient des informations de température, des informations de pression, qui ont permis de préparer les vols successifs, les vols ultérieurs, avec Yuri Gagarin, qui était donc le premier homme dans l'espace. C'était de nouveau un Russe. Et vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Il a été précédé par une chaîne qui s'appelait Leica et qui est malheureusement, elle reste dans l'espace, qui est morte. C'est sa triste destinée. Il était suivi par une femme qui s'appelait Valentina Vladimirovna Tereshkova, on oublie trop souvent, mais qui était la première femme dans l'espace. Alors les Américains ont été un peu vexés par ce succès russe et le président Kennedy à l'époque a décrété qu'ils mettraient les pieds sur la Lune avant la fin de la décennie, ce qu'ils ont fait, vu que le 20 juillet 1969, qui était en fait le 21 juillet 1969 pour la Belgique,
C'est le premier pas donc, de l'homme sur la Lune avec la mission Apollo 11. C'était non seulement le premier pas de l'homme sur la Lune, c'était aussi la première retransmission d'un événement en mondiovision au travers du satellite, et c'était accessoirement la première victoire des Linux au Tour de France. Bon, ça en est suivi, s'en sont suivis plusieurs événements marquants, qui étaient Columbia, la première navette spatiale. Vous savez qu'il y a eu 2 échecs après ça, et ces échecs ont marqué la fin de missions à base de navettes. On a envoyé la Station spatiale internationale, qui est toujours en orbite autour de la Terre et qui est destinée à y rester jusqu'à la fin de cette décennie au moins. Aussi intéressant, c'était le lancement de Voyager, qui était le premier objet humain à quitter notre système solaire. Encore faut-il définir où se trouve la limite de ce système solaire, ça je laisse le sens scientifique vous préciser. Il y a eu l'atterrissage de Philae sur une comète. On reviendra peut-être d'ailleurs sur cet aspect comète, l'exploration des comètes, d'astéroïdes, c'est un sujet qui est assez à l'ordre du jour pour le moment. Et puis on planifie maintenant un retour vers la Lune. Alors on disait 16 novembre 2024, je ne suis pas certain qu'on y sera, mais enfin bon. Non, on n'y est plus du tout. Ils ont décalé assez largement. Voilà. Donc ça c'était histoire de mettre en perspective le spatial. Donc dans les missions que remplissent les satellites sur lesquels nous travaillons, il y a évidemment des missions d'observation de la Terre. Il y a des satellites sur ces satellites météo. Mais parmi ces satellites d'observation de la Terre, certains sont plus spécifiquement dédiés à l'observation de la végétation, donc ils sont capables de détecter le type de végétation. Si il vous prend l'idée de cultiver du cannabis dans le fond de votre jardin, sachez que les satellites peuvent le détecter. Pour autant que ce n'est pas un plan, mais une surface. Belle exploitation. Oui, donc on a aussi des missions qui sont des missions plus dédiées à la physique. Ça c'est LISA. Nous avons travaillé sur LISA Pathfinder, on va travailler sur LISA, dont le but est de détecter les ondes gravitationnelles prédites par les théories d'Einstein. Ça c'est Euclide pour l'astrophysique, c'est la détection de la matière noire et de l'énergie noire dans l'univers. Ça c'est la mission Gaïa, qui avait pour but de faire un catalogue complet de l'ensemble des étoiles, des milliards d'étoiles dans l'univers. Bepi Colombo, mission de Mercure, de notre exploration de notre système solaire. Ici, c'est Proba 3 sur lequel nous travaillons pour le moment, qui devrait être lancé, si tout va bien, fin septembre ou courant octobre de cette année. Donc, on a encore quelques autres. Ça c'est plutôt de navigation. Vous savez, de navigation, c'est tout ce qui est GPS, tout ce qui est Galileo, le SNAS pour les Russes, j'oublie le nom du système chinois. Les satellites de télécommunication, qui ont des grandes antennes, ça c'est Inmarsat 4. Alors il y a aussi tout ce qui est l'exploration robotique, donc on met des petits rovers sur Mars. Alors les Américains sont toujours très bien parvenus, pour le moment ils sont toujours retardés. Mais bon, En 2028. On n'espère pas. Et alors il y a aussi évidemment, pour envoyer ces satellites en l'air, il nous faut ce qu'on appelle des lanceurs. Dans le jargon du spatial, on n'appelle pas ça une fusée, on appelle ça un lanceur. Donc, je vous ai dit, il y a des lanceurs, on a ce qu'on appelle des satellites, on a des sondes spatiales. La différence entre un satellite et une sonde, c'est que le satellite a vocation à orbiter autour de la Terre. La sonde, elle a vocation à aller plus loin, à explorer plus loin. C'est pour ça que ça s'appelle une sonde. Alors, elles vont, en allant plus loin, éventuellement orbiter d'autres planètes, telles que Mars, par exemple, on va appeler ça un orbiteur. Elles peuvent très bien larguer un lander, ou un atterrisseur en bon français, qui va peut-être délivrer un rover, donc cette espèce de petit jeep automatisé qui va participer à l'exploration de la surface. Je vous ai dit que pour ce faire, envoyer tout ça avec des lanceurs, on a mis cette station spatiale qui est environ à 300 km d'altitude. Alors 300 km, c'est très proche. Hein. Souvenez-vous que le rayon de la Terre, c'est 6000 km. Hein. Donc 300 km, c'est jamais que 5% au-dessus. Hein. Donc les cargos qui sont des ravitailleurs, simplement, qui vont aller ravitailler la station spatiale et ramener les déchets qui vont se consumer en rentrant dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs la destinée de la plupart des satellites. La plupart des satellites, quand ils
en fin de vie, ils vont descendre d'orbite. Descendant d'orbite, ils vont freiner. Oui, ils vont rencontrer une atmosphère plus dense, ils vont freiner. S'ils freinent, ils ralentissent. S'ils ralentissent, ils descendent et à ça fluctue, ils vont se consommer en rentrant dans l'atmosphère. Il y a évidemment les centres sol et tout ce qui est moyen d'essai. Et de nouveau, la navette. Ça, c'est que celle-là est particulièrement sexy. Voilà. Donc, pour mettre tout ça en œuvre, évidemment, il faut des disciplines très différentes. Il y a évidemment en début de mission, je veux dire, quand on a le concept, en général, ce sont des disciplines de sciences pures, pas de sciences appliquées, qui prennent le pas. Et donc, on va avoir de l'astrophysique, on va avoir des mathématiciens, on va avoir des physiciens qui vont dire tiens, ce serait intéressant d'investiguer telle chose, il y a tel et tel moyen. Puis les ingénieurs seulement vont venir derrière en disant oui, d'accord, c'est une bonne idée, mais comment pourrait-on faire? Et donc, on va définir une mission. Et cette mission va évidemment faire intervenir d'autres disciplines qui sont des disciplines de la mécanique, de la science des matériaux, avec évidemment tout ce qui est l'électricité à puissance. Il faut bien alimenter tout ce qui est à bord, avec des problèmes de thermique. Comprenez qu'on est exposé d'un côté à du moins 180 degrés et de l'autre côté à du plus 100 ou l'inverse. En clair, 280 degrés de différence d'une face à l'autre. Vous êtes exposé au soleil d'un côté ou au vide intersidéral de l'autre. Il y a évidemment de l'électronique. J'oublie l'informatique parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc on va y revenir. Et puis tout ce qui est finalement la raison d'être de ces missions. On reviendra sur cette notion, de on peut faire un satellite, encore faut-il qu'il serve à quelque chose. Et pour qu'il serve à quelque chose, il faut qu'à bord on y mette un instrument qui peut être un instrument optique dans le cadre d'observation, peut-être un radar aussi, ça peut servir par la télécommunication, et finalement on va avoir des applications qui sont des applications en astronomie, en géophysique, en océanographie, en climatologie, et simplement en connaissance de l'univers. Voilà, alors, je disais de nouveau, pour remettre en perspective, il faut comprendre que la Belgique est un grand acteur du spatial. La Belgique, donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est 22 États membres, et en termes de contributeurs, savoir, c'est ceux qui mettent la main au portefeuille et qui alimentent le budget de fonctionnement de l'Agence spatiale européenne. La Belgique est le 5e contributeur. 5e, me direz-vous, c'est pas extraordinaire, sauf à considérer que les premiers, c'est l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Nous sommes donc devant tous les autres, en commençant par l'Espagne. Et donc le budget annuel, parce que la Belgique met bon an, mal an au budget de l'ESA, c'est environ 300 millions d'euros, pour un budget de l'ESA qui est, lui, de l'ordre de 7 ou 8 milliards d'euros par an. Et ce budget de l'ESA, il est très en deçà du budget de la NASA. Lui, est probablement déjà dans les 20 milliards, peut-être de dollars, auquel il faut ajouter tout le budget du département de la défense américain, dont on parle moins, mais qui est encore beaucoup plus conséquent. Donc, voilà, vous avez ici, vous regardez dans cet histogramme, que la place que prend la Belgique n'est pas négligeable. Ce qui nous permet, nous, industriels belges, de participer à des programmes spatiaux intéressants et de contribuer à ces programmes spatiaux. Voilà, ça c'est SpaceBell, en bref, une vue d'artiste. Que faisons-nous à SpaceBell? Vu que nous sommes invités, vu que le gouvernement belge contribue largement au spatial, on a donc cette possibilité de participer à ces programmes. Et donc, nous sommes en effet une société d'ingénierie système et logiciel, essentiellement logiciel, mais il faut avoir toutes ces connaissances du système en même temps. Et nous sommes actifs dans différents domaines, à commencer par celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est tout le logiciel bord, embarqué, vol, critique, temps réel, celui qu'on met dans les satellites, dans les sondes spatiales, dans les lanceurs, pour contrôler la plateforme du satellite ou ce qu'on appelle la charge utile, ce qui est la raison d'être de la mission. Et donc, c'est ce qui nous occupe tous les jours. Pour autant, on a des collègues qui, eux, sont de l'autre côté du miroir, du côté sol, parce que si le satellite reçoit des télécommandes et envoie des télémétries, c'est parce qu'au sol, il y a la contrepartie qui
va envoyer ces télécommandes et recevoir et traiter ces télémétries, et selon tous les systèmes, toutes les sortes de contrôle satellite, toutes les sortes d'opérations de mission, avec aussi tout ce qui est traitement des données au sol, dissémination de ces données au sol pour les faire parvenir à tous les utilisateurs. Les utilisateurs étant, par exemple, tous ceux qui vont donner une valeur ajoutée avec des applications qui sont géoréférencées, avec, là on arrive à d'énormes bases et qui vont donc exploiter ça pour donner une valeur ajoutée, des informations sur la foresterie, sur on utilise ça dans la gestion des disaster management. Et alors, en dernier lieu, ce qu'on a, c'est que de manière parallèle à ça, on a une activité qui est très importante aussi chez nous, une activité de simulation. Alors, en deux mots, nous ne développons pas de matériel, on ne fait pas de hardware. Sauf accessoirement quand il le faut, mais on n'a jamais voulu aller, pour une raison ou pour une autre, dans ce domaine. Pour autant, on développe des simulations de ce hardware. Et quand je dis simulation, ce qui veut dire que sur un PC tel que celui-ci, et d'ailleurs si ça se trouve sur celui-ci, elle y est, hein, ça y est, on a une simulation entière d'un satellite, entier. On va simuler depuis le jeu d'instruction du processeur jusque l'environnement avec les lois physiques de gravitation. On va simuler les vents solaires, on va simuler par exemple le champ magnétique terrestre, et entre les deux, donc j'ai coutume de dire on simule depuis le bit jusqu'à l'orbite, et entre les deux, on va simuler tous les moyens de communication à bord, donc les bus, les lignes série, les liens à bord, tous les équipements qui sont à bord, tous les instruments. Et on va les simuler de manière tellement réaliste que pour le logiciel vol qui va s'exécuter sur cette simulation, il n'y verra que du feu. Il ne saura pas faire la différence, il ne saura pas dire s'il s'exécute sur le vrai satellite, sur le vrai calculateur du vrai satellite ou sur cette pure simulation totalement numérique. Quand on change de perspective, on prend cette même simulation et que maintenant on est au sol, donc je disais, la première perspective, c'est que le logiciel vol, c'est l'exécutant sur la simulation, que l'on utilise pour tester. Parce qu'on passe énormément de temps à tester. Deuxième utilisation, c'est du point de vue des opérateurs au sol, qui eux, doivent envoyer des télécommandes, recevoir des télémétries sur satellite. Ils vont donc pouvoir s'exercer, mettre au point des procédures opérationnelles, non pas vis-à-vis du vrai satellite, mais vis-à-vis de cette simulation. Donc c'est une activité aussi qui est très importante chez nous. Pour info, bon, ça c'est des chiffres très business. Sur une centaine, on est 30-40 isothermiquement, 40-50 vers sur Bruxelles. Nous sommes aussi à Toulouse, près de l'agence spatiale française. Voilà, et on a une filiale ou deux en Pologne et en Allemagne. Alors ça peut vous intéresser, ça c'est typiquement le personnel de SpaceBell. Alors ça varie d'une année à l'autre, mais grosso modo ça reste un peu plus ou moins valable. Donc en clair, vous devez pouvoir vous retrouver quelque part par ici. Oui, là. Donc voilà, vous êtes là-bas. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est exactement un satellite. On va le décomposer en différents éléments qui le composent. La première chose qu'on voit quand on a un satellite, c'est sa structure. Une structure qui est conçue en fonction des besoins spécifiques de la mission. Ici, par exemple, voilà, c'est cette structure sur laquelle vont venir s'attacher tous les différents éléments constituants. On va prendre le premier ici, qui est le système de propulsion chimique. C'est généralement ce qui prend le plus de place dans un satellite. Donc là, ça va être des ergols, ça va être tout ce qui va être utilisé comme matière chimique pour propulser le satellite. C'est généralement des gaz qui sont extrêmement toxiques. Et voilà, donc le système est énorme parce qu'on a des tanks qui vont contenir ces ergols, qui prennent énormément de place. Tanks qui peuvent être soit réellement l'ergol lui-même, soit des autres gaz pour pressuriser et permettre au carburant de ressortir par les cuillères. Qui sont là-bas en bas. Ou ici au-dessus aussi, on oui, expliquera ça. On revient juste un peu. Ah oui, okay. Ensuite, on a un autre type de propulsion qui est possible, qui est de la propulsion électrique, qui consiste à, Paul vous le dira certainement mieux que moi, mais à ioniser un gaz
inerte pour créer un plasma qui va propulser le satellite. Pas très bien dit. Voilà, c'est beaucoup plus lent que la propulsion chimique, mais ça permet d'utiliser l'électricité et donc de réduire la masse nécessaire à bord pour pouvoir propulser le satellite. C'est les différences principales. Ensuite, on a l'avionique. L'avionique, c'est ce qui nous intéresse. Ça va être tout ce qui est équipement de contrôle du satellite. C'est ce qui va nous permettre de le gérer. Hein. Voilà. Ensuite, le harness. Le harness, c'est tout le câblage interne du satellite. Le harness, ça peut paraître rien comme ça, mais le harness, c'est énorme. Il y a des câbles dans tous les sens, c'est hyper lourd. C'est un cable management de fou pour que tout rentre bien comme il faut dans le satellite. C'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, un système de communication, sinon on ne sait pas communiquer avec depuis le sol et ça ne sert à rien. En règle générale, on a soit des antennes ici, un peu plus petites, qui vont servir quand le satellite est proche de la Terre, et des antennes beaucoup plus grandes qui vont servir quand le satellite est, pour avoir beaucoup plus de gain, beaucoup plus de puissance, quand le satellite se trouve plus loin. On va y mettre sur différentes bandes, y mettre des TC, des télémétries, voilà, de mettre configurer le satellite. On a un jeu de caméras et de senseurs qui vont permettre de mesurer l'environnement. Les caméras, pas toujours, mais de plus en plus. Oui. D'ailleurs, sur toutes les missions récentes, on a souvent des caméras parce qu'on approche des astéroïdes, des comètes, donc on cherche à voir à quoi ça ressemble, donc on a des caméras. Et puis SpaceX adore ça de mettre des caméras partout. Non, c'est vrai, ça va. Sinon, le reste, c'est des poids de température, c'est des gyroscopes pour mesurer la position. On peut revenir très brièvement sur l'avionique parce que Joachim me disait que c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est vrai qu'il y a énormément d'équipements à bord. Ces équipements qui permettent de contrôler tout le satellite, de contrôler, tu le disais, tout ce qui est température, mais surtout, c'est tous les équipements de maintien, de contrôle d'attitude et d'orbite, qui font que le satellite va rester là où il est. C'est ce qui va permettre de maintenir le satellite. Donc ça jusque-là, le satellite n'est pas du tout utile parce que tout ce que ça va permettre, c'est de le garder en orbite et de pouvoir le contrôler. Ça n'a pas d'intérêt scientifique, ça c'est... Voilà, c'est ce qui va permettre de... C'est le camion de l'espace. Oui, c'est ça. Alors on était là. Ensuite, les panneaux solaires, forcément, il faut fournir aux satellites d'électricité pour que les composants fonctionnent. Les panneaux solaires qui sont une partie très importante, très chère et en général très grande, qui peut faire passer un satellite relativement modeste à un satellite de la taille d'un bus quand ils sont déployés. Là, c'est ce qui est réellement intéressant, c'est la payload, donc c'est la charge utile du satellite. C'est ce pourquoi le client a payé. C'est ce qui va permettre de prendre des données scientifiques intéressantes. Et puis ensuite, une fois que tout est intégré, on recouvre le satellite d'une couche de MLI, donc c'est un matériau isolant qui va permettre, comme Paul le disait, d'éviter que le satellite ne se prenne des chocs de température trop violents. Voilà. Donc là, on reprend toutes les figures. Donc on voit bien, si tu reprends ici, que la boîte a été designée pour que tout rentre et que ce qui prend le plus de place, c'est la propulsion. L'avionique, au final, c'est souvent collé contre les panneaux externes. La payload prend souvent beaucoup de place et est souvent intégrée comme un module externe au satellite. Voilà, c'est grosso modo le schéma classique. Et accessoirement, la manière de distribuer ces différents sous-systèmes à bord du satellite est extrêmement importante. Parce qu'il faut que ce soit équilibré. Oui. Donc, si on change, si d'aventure, en cours de développement, on est amené à changer un composant, ça peut avoir des impacts qui sont parfois extrêmement importants parce qu'il faut peut-être redistribuer les autres. Et alors, à chaque étape, il y a une équipe d'ingénierie qui va s'occuper de la structure, hyper important, ça va prendre super longtemps, ça va itérer avec tous les autres pour voir ce qu'il faut comme forme, ce qu'il faut comme matériau. Il y a des équipes qui ont fait... Chaque module, c'est des équipes bien spécifiques et au final, ça donne des centaines de personnes qui travaillent, voire des milliers, qui travaillent sur le satellite et son intégration finale. Voilà, c'est une petite pause. Alors, vous ne le connaissez sans doute pas. Je crois que vous connaissez, hein, vous en souvenez. Lamir. Je vois l'artissement derrière. Ouais. Lamir, ouais, ça n'existe plus. À l'époque, quand il n'y avait pas d'émission sur les télévisions, qui étaient encore évidemment les grosses télévisions que vous n'avez pas connues, on envoyait sur ça permettait juste de mettre au point.
c'est la respiration. Du coup, pourquoi vous a-t-on parlé de tout ça? Parce que tant qu'à présent, on n'a pas parlé de logiciel. Donc, en effet, on a un satellite, on va esquisser quels étaient ces sous-systèmes. Pour rappel, la structure, alors celle-là, elle est inerte. Nous, on ne la commande pas trop, sinon peut-être les panneaux solaires, si on accepte les panneaux solaires parmi la structure. Mais ils sont plutôt partie du système de puissance, donc de génération et de distribution d'électricité. Il y a tout le système de contrôle thermique, il y a le système de communication, on l'a dit. Il y a tout le système qui va permettre, c'est très important, toute la stabilisation et le guidage et la navigation du satellite. Tout, évidemment, la raison d'être du satellite et la charge utile qui remplit la mission du satellite. Et dans tout ça, on a du soft, on a du logiciel qui va gérer tout ça, qui est en plein milieu, qu'on ne voit pas. C'est notre grande frustration, c'est qu'on ne le voit pas. Mais il est là. Et tant qu'il ne fait pas parler de lui, c'est qu'il va bien. Parce que quand on envoie un satellite en orbite pour quelques années, voire dizaines d'années, pour l'information, on a Proba 1, nous qu'on a envoyé en 2001, Proba 1 tourne toujours. On a juste eu un petit problème, c'est que après quelques années, le compteur d'horloge est revenu à zéro. Il a fallu gérer ça. C'est un peu le bug de l'an 2000, mais pour satellite. Ah oui, le bug de l'an 2000, ils ne connaissent pas. Voilà. Voilà. Et donc, on a... Alors ça, vous connaissez. Ah. Voilà. Donc, en clair, il y a un logiciel bord, le nôtre, qui va gérer tout l'ensemble. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'il va faire notre logiciel bord? Là, de nouveau, c'est une overview assez large. Hein. On va avoir forcément de la commande. On va gérer la commande avec le satellite. On va gérer du monitoring. Donc, le monitoring, c'est quoi? C'est vérifier que les paramètres internes sont bien dans les ranges attendus, qu'il n'y a pas rien qui se passe mal à bord. On va avoir le contrôle pour gérer les différents aspects du satellite, que ce soit son orbite, que ce soit son attitude, que ce soit toute une série de paramètres. Alors ensuite, les opérations, donc ça rejoint un peu le commanding, ça veut dire que la station seule va envoyer des télécommandes qui vont être interprétées par le satellite. Le satellite va processer ça, faire des actions à bord, générer les télémétries, qui sont aussi des données qui reviennent au sol, qui sont interprétées par les stations, qui permettent d'avoir une vue, sur l'état du satellite, de récupérer des données utiles, de la charge utile. Une mission timeline. Mission timeline, c'est le calendrier des actions que la mission va devoir faire. On va programmer une mission timeline en disant tel jour, telle heure, tu fais ça, tel jour, telle heure, tu fais ça. On va programmer 1-2 semaines de mission, monter ça dans le satellite, et il va opérer de manière autonome. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on gère aussi de notre côté. Un mode management, parce que le satellite, forcément, on va avoir plusieurs modes. Il va avoir un mode pour le lancement, dans lequel il ne va pas faire grand-chose. Si les panneaux solaires se déploient dans le lanceur, c'est con, c'est perdu. On va avoir des modes qui vont permettre d'être des modes où on va prendre des acquisitions de données, un mode science par exemple. On va avoir des modes... Calibration. Oui, c'est ça. Des modes de sauvegarde. Imaginez. Oui, s'il y a un problème à bord, mode de sauvegarde, repli, on désactive ce qui n'est pas utile et on attend que le sol fasse quelque chose pour remettre le satellite en état. Et puis un mode non officiel, le mode caillou. Le mode caillou, c'est le tout dernier mode de satellite. Voilà, c'est quand c'est plus qu'un caillou. Mais là, on ne le gère même plus. Voilà. De la gestion d'équipements, donc comme on a vu avec l'avionique, le satellite est composé de toute une série d'équipements qui ont toute une série de fonctionnalités de nouveau dont on parlera plus tard. Notre logiciel va contrôler ces équipements, vérifier qu'ils se comportent de la manière attendue. La gestion de la payload pour réellement avoir des données scientifiques, la configurer, récupérer les données qui sont produites. Et la gestion de données, hyper important, la gestion de toutes les données qui vont être produites au sein du satellite, leur sauvegarde et leur utilisation. Sur un satellite tel que Euclide, qu'on a envoyé en juillet dernier, donc, sur lequel on reviendra, on avait à bord 40 000 paramètres. Pour chaque paramètre, on doit décrire
la taille du paramètre, on doit lui donner un nom, on doit lui donner une signification, forcément, un range de s'il y en a. validité, des courbes de calibration et ce genre de choses. Donc ça représente une quantité importante. Et alors, même en termes d'effort, par rapport au développement du logiciel, c'est quelque chose qu'on a pris dans ce projet. On a réalisé que la gestion des données bord, la gestion même des données de configuration, la gestion des paramètres bord est un effort très significatif. Et puis du platform management qui rejoint partiellement ce qu'il y a au niveau de l'équipement, donc ça va être de la gestion. Là, c'est plutôt au niveau des différents. On a mis comme exemple la gestion thermique du satellite, récupérer les données des senseurs de température, agir sur des zones, réchauffer certaines zones, dissiper alors la puissance, distribuer la puissance dans le satellite, la communication. Voilà. Ici, ce petit schéma présente les différents flux de données qu'on a dans le satellite. Au centre, on a notre logiciel, onboard software, comme on l'appelle. Sur la gauche, il va y avoir la plateforme. La plateforme, donc, ce qui permet de maintenir le satellite à poste et de garder utilisable, de le mettre dans l'état qu'on veut, dans la position qu'on veut. On va avoir des acquisitions, des actuations pour aller, par exemple, activer un booster, activer un thruster pour le changer de position, toutes ces choses-là. Ensuite, à droite, on a la payload qu'on va pouvoir commander pour aller prendre des images, par exemple, et puis récupérer ici les données qu'elle prend, plus des données de monitoring qui nous sont envoyées par la payload pour vérifier que tout fonctionne bien. Et le troisième point, c'est le centre de contrôle au sol, qui va échanger des télécommandes, que j'appelle TC aussi si je le dis, c'est l'habitude, qui va recevoir des télémétries et les données scientifiques qui sont collectées par la payload. Voilà. Ça, c'est les flux de données principaux au sein du satellite. Alors, l'architecture qu'on met habituellement en place, on va avoir premièrement une couche basse qui va être une couche avec les drivers, qui va reprendre tout ce qui est vraiment très fort lié au matériel. Ensuite, on va avoir une couche plutôt de service, qui est une couche qu'on peut réutiliser généralement de mission en mission, qui va comprendre des services assez génériques dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, un service de monitoring, pour regarder que tous les paramètres se comportent bien. Et puis la dernière couche, c'est vraiment la couche de tout ce qui est spécifique à l'application, donc spécifique au satellite, les différents payloads qui vont se retrouver dessus, forcément, la thermique qui est spécifique au satellite, sa puissance, la mission, qu'est-ce qu'il va réellement devoir faire. Et puis alors ensuite, si on s'attaque si on s'attaque sur les couleurs, on va voir que tout ce qui est en orange ici, c'est ce qui est spécifique à la plateforme, le matériel, qu'on va devoir changer en général de mission en mission. Les équipements, les composants génériques qu'on réutilise, donc ça va pas, normalement pas trop bouger. Et puis tout ce qui est spécifique, comme je l'ai dit, à la mission. Oui, non, je comprends. Ok, alors, voilà, ce logiciel, j'ai entendu que vous avez un examen en base de données d'ici peu. Bon, la base de données, pour nous, c'est la face obscure. C'est le cas pour tout le monde. Non. Enfin, je veux dire, globalement, vous le savez, il y a une informatique qui est une informatique plus de gestion, une informatique qui est une informatique plus industrielle. Nous sommes clairement dans l'informatique industrielle, on est clairement dans l'informatique de type process control, donc contrôle de processus, avec des contraintes très importantes qui s'exercent, qui s'appliquent sur ce logiciel qu'on développe. Premièrement, ce logiciel, c'est un logiciel qui est... alors, en français, on dit il est embarqué. Non, je le dis autrement. En anglais, on dit il est embedded. Embedded, ça veut dire qu'il est embarqué, ça veut dire qu'il est enfoui. Et ça veut dire aussi qu'il est à bord du satellite. Donc, étant enfoui, embarqué, on a besoin d'un environnement de développement croisé, à savoir que là où vous développez n'est pas là où vous allez exécuter le logiciel, c'est la première chose, et que l'environnement cible dans lequel on va exécuter ce logiciel est un environnement extrêmement contraint en termes de ressources. Donc quand en face de vous, certains d'entre vous ont un laptop avec un Core i9, avec 8 corps, avec, je sais pas, 32 gigas de mémoire et qu'on exécute ça à 3 ou 4 GHz,
ne vais pas aller au-delà, mais dans un laptop, ça chauffe. Clairement, nous, c'est pas la même chose. Typiquement. Alors, pour l'instant, le processeur sur lequel on travaille, c'est 80 MHz. Et au niveau RAM, on est à 256 mégas, mégas, ouais. Oh, Un peu plus avec les dernières stratégies, mais voilà, ça reste très c'est un logiciel que l'on met à bord, donc on envoie dans l'espace et qui est soumis aussi aux contraintes spatiales. Et typiquement, alors ça, c'est d'actualité, vous avez entendu parler d'aurores boréales, les aurores boréales c'est très joli, mais vous avez aussi entendu que les effets de rayonnement solaire, des solar flares sur l'électronique n'est pas toujours désiré, et en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut avoir des effets indésirables qui sont ce qu'on appelle les single event effects. Typiquement, imaginez que vous avez une électronique avec des toutes petites pistes qui sont de l'ordre de quelques nanomètres, et que vous avez un ion lourd qui est un peu plus gros qui vient taper entre deux pistes. Il va faire un petit court-circuit. Notre logiciel, dans une certaine mesure, doit être à même de résister à ça. En tout cas, de gérer le hardware qui... C'est pour ça d'ailleurs que tout ça, que l'environnement est limité, que le hardware est limité. Parce que si on avait un i9, un ion lourd, ça tape dans beaucoup plus de composants que sur un processeur qui a beaucoup plus d'espace entre ces transistors, qui est beaucoup plus résistant à ça. C'est ce qui empêche d'avoir des... C'est un logiciel qui doit être aussi temps réel, et on doit donc, nous, être très attentifs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des budgets de masse, de répartition de masse. Dans un satellite, on fait des budgets tout le temps. On va faire du budget de masse, on va faire du budget de consommation électrique, on va faire des budgets de communication à bord, et on va faire aussi des budgets de charge CPU et de consommation mémoire sur le processeur. Et on doit rester dans les limites de ce qui nous est alloué. Il doit être aussi déterministe, à savoir qu'on doit s'assurer que le logiciel va toujours s'exécuter en ayant des échéances extrêmement contraintes. S'il y a dépassement, une fois, allez, peut-être, mais si c'est 2 fois de suite, on n'a pas d'autre choix, on va rebooter. Oui, et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'allocation dynamique du tout dans quoi que ce soit au niveau du satellite, au niveau du logiciel. Parce que l'allocation dynamique, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas ce que le système d'exploitation derrière fait, combien de temps ça va lui prendre pour nous donner de la mémoire, pour la reprendre, pour faire du garbage collection. Sous la cible, il ne peut plus déclarer quoi que ce soit. Tout a été déclaré, tout est prêt à l'emploi. C'est un logiciel qui s'exécute à distance, il faut donc de l'autonomie. Et on reviendra dessus, donc il faut qu'il soit résistant à des erreurs à bord, il faut qu'il puisse aussi s'exécuter tout seul pendant suffisamment longtemps, donc c'est assez important aussi, d'autant plus que c'est un logiciel qui est critique, on va revenir dessus, à savoir qu'en fonction du logiciel et de ce qu'il contrôle, un problème peut avoir des conséquences catastrophiques. Un logiciel sol, c'est pas dramatique. Un logiciel fusée, si la fusée dévie, ça peut être plus ennuyeux. Et donc, pour tout ça, il faut qu'il soit fiable, qu'il soit maintenable, qu'il soit toujours disponible et qu'il soit bien sécurisé. Et donc, c'est pour ça qu'on va le classer en général en 4 catégories. Alors, ces catégories ne sont pas propres au spatial. C'est quelque chose que vous allez retrouver aussi dans l'aéronautique. Ça porte juste un autre nom, mais c'est le niveau A, B, C, D. Et donc, c'est en fonction des conséquences que peut avoir une anomalie, un problème dans ce logiciel. Depuis des conséquences mineures que l'on va globalement pouvoir ignorer. Ça, c'est typiquement un simulateur. Voilà, nous sommes aux conséquences majeures qui peuvent mettre en danger la vie humaine, en passant par des conséquences majeures, donc catastrophiques, en passant par des conséquences majeures et critiques. Critique, c'est typiquement la perte totale de la mission. Quand on a un satellite qui coûte 500 millions d'euros, je vous donne un ordre de grandeur, nous, on ne voudrait pas s'entendre dire que notre logiciel a causé la perte de cette mission. Oui, et puis dans l'absolu, ça, l'opérateur ou le gars qui teste au sol n'a rien, là il perd une jambe, là il est mort. C'est l'ordre d'idée. Ah oui, il perd une jambe. C'est ce qui est marqué, rien. Not life threatening. Ah oui, exact. Et donc, il y a toute cette notion
qui est une notion de nouveau qu'on retrouve dans l'industrie, qui n'est pas limitée au spatial, et c'est pour ça qu'on prend la peine de l'expliquer aujourd'hui, parce que vous serez amené, si vous allez développer des logiciels pour des centrales nucléaires, donc ce même type de logiciel, hein, si vous décidez de faire des logiciels pour le bancaire ou l'assurance, c'est un autre domaine. Mais ouais, C'est la face obscure. pour l'automobile, pour le train, pour l'aviation, tout ça, c'est... On va se heurter, on va prendre en compte ces contraintes. Donc, je vous ai mis des mots-clés comme ça, alors après, si vous les oubliez, sauf certains d'entre eux. Disons que nous, ce qu'on est amené à faire, on doit regarder, on a des analyses assez poussées, qui doivent essayer d'imaginer, répertorier, lister tout ce qu'on anticipe, tout ce qu'on imagine pour arriver de mal à bord, y compris en prenant en compte des erreurs dans le hardware que le software devrait récupérer, ce qu'on appelle hardware software interaction analysis. On doit regarder toutes les possibilités de failure à bord et on va les prendre en compte dans ce qu'on appelle, c'est un concept extrêmement important à bord satellite, la FDIR pour la Fault Detection Isolation Recovery. Fault, erreur, un problème, detection, donc vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, isolation, ok, ça ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Typiquement, je vous parle, si j'arrête de parler, vous demandez, suis-je sourd? Est-il muet? Donc, il faut discerner. Brusquement, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de son. Lequel des deux est en cause? Donc ça s'appelle l'isolation. Et puis alors, le recovery. Alors, si je suis devenu muet, vous vous adressez à Joachim. Et c'est la procédure de recovery, c'est qu'on va aller vers la ressource redondante. Désolé. Voilà. Et donc ça, c'est une notion qui est très importante que l'on met à bord de tout le satellite. En général, ça vient en fin de développement, ça va être toujours trop tard. Ça devrait être pris en compte vraiment à l'avance. Et ça participe d'une notion qui, elle, n'est pas propre au satellite, qui est propre, mais qui est très très largement répandue dans toute l'industrie. Et je vous invite à retenir cette notion qui est le RAMS pour Reliability, Availability, Maintainability and Safety. Donc, c'est Reliability. Le satellite, il est parti pour, à minima, au moins 5-6 ans. Donc le logiciel va tourner pendant 5-6 ans non-stop. Il est censé pouvoir continuer à opérer correctement. Availability, on doit pouvoir communiquer avec quand on en a besoin. Voilà, simplement. Maintainability, on doit pouvoir corriger des choses à bord facilement. On s'est envoyé des patchs. Oui, parce qu'on ne s'est pas envoyé. On l'a déjà fait pour Hubble, mais on ne s'est pas envoyé Thomas Pesquet avec une clé USB. Impossible. Et puis safety, Paul a parlé de différents niveaux de catégorie de criticité. Voilà, le logiciel ne doit pas, après une semaine, provoquer une failure qui provoque la fin de la mission. Voilà, donc ceci, c'est un exemple de la FDIR. On a différents niveaux. Ici, on en a 5. Celui-là, c'est un peu caché, mais voilà. On a le premier niveau, ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est passé dans une unité de satellite, n'importe laquelle. L'électronique est capable de la détecter elle-même et de s'autocorriger. Donc ça, c'est le cas, le meilleur cas, on ne le voit même pas passer. Job to report. Job to report, mais c'est tout à fait, c'est transparent. Le niveau 2, c'est l'équipement dit « Ah, j'ai un problème », il prévient notre software, et nous, on regarde ce qui se passe, et on fait une correction autonome à bord. On va reset de l'équipement, on va changer de configuration, voilà. C'est une action assez simple qui va corriger le problème. Si ça ne fonctionne pas, on passe au niveau 3. Le niveau 3, c'est, on commence à employer les grands moyens, on va carrément éteindre l'équipement, le rallumer, ou alors, si c'est un problème plus général, faire un reboot complet du logiciel. Et si malgré tout ça ne fonctionne pas, on passe au niveau 4, et là c'est carrément, on dit, bon toi tu ne fonctionnes plus, on va soit changer d'équipement, passer sur la version redondante, pour moi visiblement, ou sur le deuxième calculateur, parce qu'il y a toujours 2 calculateurs à bord d'un satellite. Oui, non seulement 2 calculateurs, mais tout est dédoublé. Tout est dédoublé, oui. Et si ça n'a pas marché, bah, le dernier recours, c'est la station sol, l'opérateur sol qui va devoir trouver une procédure et qui va probablement réunir une équipe d'ingénieurs pour trouver une solution au problème. Et c'est là qu'en général, le satellite se met dans un des modes qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le safe mode ou sauvegarde mode. Donc il va couper tous les consommateurs électriques à bord
C'est un peu comme quand vous tombez dans l'eau froide. Hein. Votre corps, il va juste s'arranger pour alimenter le cerveau et puis toutes les autres fonctions, c'est la même chose. Et là quand ça se passe peut-être pas, quand ça oui, et ça c'est certain, il y a une équipe qui est de garde, ils sont réveillés dans leur lit, ils vont au centre de contrôle, et là c'est parti, il faut trouver une solution rapidement. Alors, évidemment, pour faire tout ça, il faut faire les choses bien, avec des processus bien établis, avec des cycles de développement standardisés, avec non seulement du développement, mais de la vérification en suivant des standards et en documentant tout ce qu'on fait. Alors de nouveau, ce n'est pas propre au spatial, hein, c'est des choses que l'on va trouver dans d'autres domaines. Mais c'est plutôt... Ah oui, mais tiens, oui. En clair, les phases d'une mission. Une mission, entre le moment où on a l'idée de la mission, le moment où on tire la mission et on décide la fin de la mission, et entre là et là, il peut s'écouler une petite dizaine d'années, 7 ans, plus pour certaines missions. Et donc, on a d'abord cette phase où on a l'idée. Les scientifiques, en général, ont l'idée de la mission. Par exemple, si je prends la mission Euclide, ça c'est Euclide, vous allez voir. La mission Euclide, qui est cette idée de détecter la matière noire, l'énergie noire dans l'univers, qui, pour information, représente la grande majorité de l'univers, je ne dirais pas connu, parce que souvent c'est l'univers connu. Donc, des scientifiques ont eu l'idée. Ils se sont dit, tiens, ça vaudrait la peine d'aller voir, d'essayer de mesurer, et comme ça on pourrait discerner si l'univers est réellement en expansion continue, en accélération ou en décélération, et on comprendrait mieux, voilà. Donc c'était l'idée. Derrière, on fait juste un proof of concept, on va essayer de prouver que ça peut marcher, puis on va avoir des phases d'ingénierie. Nous, en général, on commence à participer dans ces phases d'ingénierie. On a une phase qui est B1, puis une B2, on commence souvent dans ce qu'on appelle la B2. Puis on va avoir toute cette phase de réalisation, c'est là où nous avons des équipes qui commencent à monter vraiment en charge. Donc ici on a 1 ou 2 personnes, là on peut en avoir 10, et puis on va commencer à assembler toutes les choses, on va supporter nos partenaires dans tout ce qui sont ces tests du satellite, parce que pour tester leur satellite, ils ont besoin de notre software. Il ne faut pas attendre, notre logiciel est disponible bien avant le tir. Et un des problèmes d'ailleurs que l'on a de plus en plus, c'est que nos partenaires définissent de plus en plus tard leurs besoins, mais veulent toujours avoir notre logiciel de plus en plus tôt. Voilà. Et donc, arrive le tir et toutes les opérations. Et donc, on a donc ce qu'on appelle le LEOP, donc le tir. Et LEOP, c'est Launch and Early Operations. Donc, le tir et les opérations de début. Donc là, on a travaillé pendant 10 ans, et là, on a 2 jours où on serre les fesses pour que ça fonctionne bien en orbite. Pourquoi ça marche pas ça? Voilà. Alors ça, c'est quelques images juste pour présenter le tir d'Euclide, justement le satellite dont on vient de parler. Il a été tiré l'année passée, le 1er juillet, depuis une Falcon 9, c'était en Floride, à Cap Canaveral. Donc voilà, ça c'est la fusée sur son pas de tir. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance l'année passée, c'est-à-dire que j'ai pu être au centre de contrôle. C'est moins sympa que la Floride, hein, c'est l'Allemagne. Mais ça reste le centre de contrôle majeur de l'ESA. Donc ici, il y a quelques photos avec tous les pupitres de contrôle des différents opérateurs, plus les écrans principaux de contrôle. Voilà. Et alors ici, ça c'est toutes les missions qui ont déjà été tirées et qui ont un succès à partir du centre de contrôle. Il y en a quelques-unes. Voilà, ça c'est typiquement le décompte qui devient un compte après. Ici, on est à plus 43 minutes, c'est-à-dire qu'on commence à s'attendre à recevoir le premier signal du satellite, signal qu'on voit ici, donc on voit la porteuse et on attend de voir justement ces petites ondes qui signifient qu'on communique bien avec le satellite. Voilà, c'était plusieurs jours. Mais pour participer à ça, tu as eu quelques sessions d'entraînement avant. Hein. Oui, j'ai eu j'ai eu 6 sessions d'entraînement où on simule exactement toutes les phases justement de ce LEOP, donc les 2 jours. Et pas de chance pour moi, j'étais l'équipe de nuit, donc j'ai fait mes 12 heures pendant la nuit après le tir. Et pendant ce temps-là,
Moi, j'étais là. J'étais pas très utile, donc... Et en fait, donc ça, c'est 4 canadérales. Et là, il y a un petit point blanc. Alors, ça, c'est... En fait, la structure avec les lanceurs que vous avez utilisé dans le précédent, elle se trouve, on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est là, bien de loin. Et si on se déplace par là, on la voit d'ici, là, ici. Alors, on assiste au tir, on est à 10 km. On ne peut pas aller plus près. Ce qui veut dire que là où vous voyez la fusée, à ce moment-là, on n'entend encore rien. Il faut attendre 30 secondes pour que le son nous arrive. Et donc, mais ça c'est l'outil, c'est réellement l'outil. On était, je ne sais pas moi, une agence spatiale européenne d'environ 2000 personnes, je pense. Il y a la tribune pour les gens officiels qui viennent voir réellement le lancement, et puis à côté, il y a toute une série de tribunes, c'est Disneyland. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le centre Kennedy, il y a un parc d'attractions, enfin, c'est très américain. Et donc pendant ce temps-là, en attendant le tir, à quelques secondes du lancement, on déconnecte complètement le satellite, et là, on prie. Enfin, on est à peu près sûr que ça a marché quand même. C'est la partie vraiment très stressante. Maintenant, vous êtes franc, c'est aller loin pour 1 minute. Parce que le tir, c'est de l'ordre. Voilà, pour moi, il n'y avait pas de nuage. Il n'y a pas de nuage. Le crocodile, il n'y a pas de nuage. Voilà. Et donc, pour revenir aux choses sérieuses, la manière de faire le logiciel. Ça suit un cycle bien défini qui est dans les standards, qui s'appelle le cycle en V. Le cycle en V commence par une phase, ici au-dessus, Requirement Baseline. C'est-à-dire que le client, il a un certain nombre d'exigences, il a un certain nombre de besoins. Il va les traduire dans un document qu'on appelle la Software Specification. Une fois qu'il a une version, on va dire finie, ou une bonne idée de ses besoins, il va nous transmettre ce document. Première phase. Nous, on va traiter ce document, on va dériver toutes ces exigences en exigences qui sont plus proches du software. Donc ici on appelle la Software Requirement Specification. Une fois qu'on a fait cet exercice d'engineering, on passe au preliminary design. Donc on va faire l'architecture du logiciel, on va concevoir les différents éléments, voir comment tout va s'ordonnancer. Après ceci, on passe au detail design. On va affiner notre design et réellement tout construire tout le squelette, toute l'ossature du logiciel. Et ensuite, la phase de coding, où au final, c'est peut-être ce qui va prendre le moins de temps, parce que tout aura été défini dans les phases préliminaires. Donc là, c'est vraiment juste coder les différentes fonctions qui vont nous permettre au logiciel de fonctionner. Une fois que toutes ces phases-là sont faites, alors il faut bien se dire que là, il se passe un certain temps. Il y a à chaque fois des réunions avec le client, à chaque fois, qui va valider ou pas l'étape à laquelle on est arrivé, valider les documents, valider ce qu'on a produit, valider si le logiciel lui convient, s'il va bien répondre à son besoin. Une fois que tout ça est fait, on passe dans la partie montante du cycle en V. On a fini de descendre, on a défini le logiciel, on l'a implémenté. On va commencer la phase la plus longue, le tester. On commence par du unit testing, on prend chaque fichier indépendant, on va tester chaque fonction, vérifier que les entrées sont bien celles attendues, les sorties sont bien celles attendues, que le comportement est bon. Donc ça, c'est une approche très très fine, mais de nouveau, c'est vraiment au niveau d'une fonction. Ensuite, intégration. On va prendre plusieurs modules différents, les mettre ensemble et vérifier qu'ils interagissent bien. Après ça, on remonte encore d'un cran, validation. Là, on va prendre plutôt un concept général. On va tester vraiment les fonctionnalités. Donc là, c'est un test entre guillemets black box, qu'on appelle ça. Donc on va se mettre du point de vue de l'opérateur seul. Et on va envoyer des commandes au satellite. Et on va voir comment il réagit. Et vérifier que, de nouveau, sur le simulateur. Et vérifier qu'il a bien le comportement qu'on a codé, qu'on a voulu, et que, justement, ce qu'on avait spécifié dans cette phase-là est bien rempli ici. Donc là, c'est vraiment le test de la spécification qu'on a écrite. Une fois que tout ça est fait et est correct, on passe alors soit chez nous, soit le client directement à une phase de qualification où il charge le logiciel sur le vrai satellite ou en tout cas l'électronique et il va tester en conditions réelles le software. Donc, voilà. Donc, pour un ordre d'idée, ça c'est pas mal de boulot, ça c'est relativement peu, ça c'est énormément de travail. C'est la majorité de l'effort, c'est ça. Bon, on va être à
20% ici, 25%. Ouais, ça dépend. Ça dépend si tu prends la unité. Et on va être à plus de la moitié de l'effort dans les tests. Et derrière ça, nos partenaires vont prendre notre logiciel, vont encore le retester sur, ils vont faire des Integrated Functional Tests, System Verification Test, Integrated Ground System Test. Ils n'arrêtent pas de tester. Alors on peut imaginer que ça, c'est la version 0, c'est la version 1 du software. Peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui sont prévues dans une deuxième version. Donc on va repartir là, reprendre les exigences, refaire le cycle en V. Si jamais le client dit non, non, là il y a un problème, c'est pas ce que je voulais. On repart là, on recommence. Voilà, c'est un cycle qui va permettre de vérifier que tout ce qu'on nous demande est bien au final rempli par le logiciel. Et donc, non seulement on suit un cycle de développement bien défini, mais ce cycle est d'ailleurs défini dans certains de ces standards, parce que nous devons suivre aussi des standards. Il y a les standards qui sont les standards européens en application pour tout le spatial européen. Alors vous avez des différentes catégories, hein, des catégories qui expliquent comment gérer les projets, et des catégories qui expliquent comment assurer tout ce qu'on appelle la qualité, le product assurance, l'assurance qualité. Et puis il y a cette catégorie verte, qui est celle qui nous intéresse le plus, nous personnellement, qui définit toute la technique. Alors ça va définir toute la technique. Si vous voulez construire un satellite par vos propres mains, vous avez à lire la documentation produite par l'Agence spatiale européenne. Le how-to est décrit là-bas. Et nous, on est habitués à le CSS EST40C. Voilà. Et il y a aussi des standards plus internationaux quand il s'agit de collaboration entre agences spatiales, parce que le spatial est quand même vraiment un domaine de collaboration internationale. Alors, pour preuve que malgré la situation, la triste situation internationale actuelle, on a toujours des collaborations limitées, mais quand même, il y a toujours des Russes à l'Agence spatiale internationale, par exemple. Et tant qu'à présent, on a toujours besoin d'eux pour pouvoir y aller et en revenir. On essaye de s'en affranchir. Mais bon, donc c'est vraiment, donc on collabore avec la NASA. Hop. Acheté à Cap Canaveral. JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, avec les agences spatiales indiennes, par exemple, le satellite Proba 3 va être lancé à partir d'un PSLV, donc un lanceur PSLV en Inde. Donc c'est vraiment un domaine de collaboration. Qui dit collaboration, on dit qu'on doit aussi standardiser la manière de faire entre différentes agences. Et donc, il y a aussi un ensemble de standards internationaux qui nous sont applicables, en particulier pour ce qui est des communications, parce qu'une agence spatiale peut relayer les communications d'un satellite d'une autre agence. Pour ce faire, il faut qu'elle puisse au moins parler la même langue, en tout cas en comprendre la grammaire principale. Voilà. Et donc, en définitive, pour produire un satellite, il y a deux manières, vous avez compris, je vous l'ai dit, hein, il y avait avoir un bon lanceur, pour envoyer le satellite en orbite. La deuxième solution, c'est d'empiler la dock et de mettre le satellite sur la dock. On doit arriver plus ou moins vers la même hauteur. Sauf maintenant où on dématérialise, il n'y a plus trop de papier, voilà, c'est un peu pas la blague, mais c'est vrai. C'est pour vous dire que le processus, en clair, on ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais pisser ta ligne de code ». Voilà. Alors après l'architecture du logiciel, pour donner quand même... On fera pas une pause, là, non, ça va? Non, mais 5 minutes, hein. Attention. Je vais parler. Faut parler. Ok. Donc, Mortimer va ajouter quelque chose. Non, je te dis qu'il a interrompu après. Ok. Pour rentrer plutôt dans le côté technique, le côté architectural du software, On a vu ça. ça on a vu, on va passer avec. Alors, les différentes fonctions du logiciel. Qu'est-ce que le logiciel fait? Il y en a un paquet. Désolé, je sais qu'on est vendredi soir, mais on va quand même en parcourir quelques-unes. Alors, premièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, TMTC, télémétrie and télécommande. Il va falloir gérer tout ce qui est communication avec le satellite, pouvoir décrypter une télécommande, faire l'action demandée et envoyer la télémétrie en retour.
on a du housekeeping. Le housekeeping, c'est quoi? C'est, on a un pool de données à bord, c'est dire, je vais définir des paquets qui vont contenir tous ces paramètres, ou certains d'entre eux, pour être après descendus au sol pour analyse. Voilà, tout simplement. Donc ça va être une action de vérification de certains paramètres pour le sol, juste un rapport au sol. Le monitoring, qu'est-ce que c'est? On prend un paramètre en particulier, on va le dire, ok, ce paramètre-là, il doit être dans un range qui va être entre 0 et 10. Admettons. Si il vaut 11, il y a un problème, je le signale et je fais, c'est possible, une action de correction. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle, donc ça, il y a un monitoring encore supérieur qui se joue sur plusieurs monitorings différents, qui va faire une action plus globale si plusieurs monitorings rapportent des erreurs. Ça, c'est un des services. L'AFDIR, on en a parlé, donc en général, c'est relativement distribué dans les autres modules. C'est de la détection, isolation, recovery. Voilà, Paul a expliqué largement ce que c'était. Alors, ici, très important, ça va être le contrôle d'attitude et d'orbite. Bon, l'orbite d'un satellite, c'est assez facile de se le représenter, c'est son orbite autour de la Terre, pour pouvoir la monter, la descendre. Et on va aussi avoir son attitude. L'attitude, c'est le contrôle autour de son centre de masse. Pour ce faire, pour pouvoir répondre aux besoins de la mission, on va potentiellement devoir aller pointer une certaine zone sur Terre. Pour ça, il y a un second logiciel à bord qu'on appelle l'AOCS, qui va, sur base de tout ce que les capteurs lui rapportent, calculer la position actuelle du satellite et prédire ce qu'il va falloir faire au niveau de ses actuateurs. Donc on peut avoir des propulseurs, on peut avoir des roues à réaction, des roues qui tournent pour permettre au satellite de tourner en même temps. Oui, je crois qu'on peut passer un peu de temps sur les différents capteurs et actuateurs. Oui. Non, parce que c'est vrai. Parce qu'on a passé tout ce qui était les équipements. Donc, ces équipements, d'abord, ils contiennent eux-mêmes du logiciel. Oui, aussi. Donc, ils sont parfois des équipements intelligents. Enfin, ce sont souvent des équipements intelligents que l'on doit contrôler, avec lesquels on doit interagir. Ils sont nombreux. Voilà, et ça, c'est vrai que cette case représente Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, typiquement, on va avoir par exemple un Star Tracker. Un Star Tracker, c'est une caméra qui est en permanence fixée sur les étoiles, qui, sur base d'un dictionnaire d'étoiles, je ne sais pas comment on va appeler ça autrement, va savoir où il se situe par rapport à ce qu'il voit. Voilà, simplement. Donc en clair, si vous voyez la grande ours, parce que ça, tout le monde connaît la grande ours, mais enfin, croyez-moi, le Star Tracker... la grande ours à telle date, à telle heure, on sait à peu près où on sait où on est, dans quelle direction on regarde. Le Star Tracker, lui, doit non seulement avoir ce catalogue d'étoiles, mais il doit aussi le faire évoluer, vu que les étoiles ont un mouvement relatif les unes par rapport aux autres. Une fois le catalogue chargé, il est mis à jour aussi, il doit pouvoir être mis à jour. Oui, il est valable pour une certaine période, mais il doit aussi pouvoir dire, oui, mais je sais que ces étoiles vont... Donc c'est un instrument extrêmement complexe, compliqué. Et donc, voilà, c'est déjà de la navigation basée sur la vision, mais dans une certaine mesure seulement. On va avoir des gyroscopes, comme dans les téléphones, savoir l'orientation du satellite. On va avoir aussi des instruments de mesure du champ magnétique terrestre, savoir exactement où on se situe. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre? Sun Sensor. Sun Sensor, exactement, où est le soleil par rapport au satellite. Voilà. Ça va être un ensemble d'équipements qui permettent de déterminer la position et l'orientation du satellite pour pouvoir ensuite calculer et prédire la position dans laquelle on veut qu'il se trouve. Et GPS. Et GPS, s'il est suffisamment en bas. Ah non, même en orbite, le GPS marche au-dessus de l'orbite des GPS. Oui, pas pour le GPS, mais... Oui, non, quand on est à des millions de kilomètres, ça ne marche plus, c'est clair. Et donc toutes ces données qui viennent de tous ces équipements sont collectées par un autre logiciel, enfin, on les passe à un autre logiciel qui fait tous ces calculs. Ça, c'est plutôt du logiciel développé sur MATLAB, qui va être après transformé en langage C qu'on va nous intégrer. On communique plutôt avec via des vecteurs d'entrée et on récupère des sorties. Les sorties, ça va être des actuations que notre logiciel doit commander à d'autres équipements. Typiquement, ça va être de la propulsion. Donc on a souvent deux types de propulseurs. Des propulseurs pour changer l'orbite, donc comme j'ai dit, plutôt monter, descendre ou ajuster l'orbite, et des plus petits qui vont émettre des beaucoup plus petits. Voilà, qui vont émettre des impulsions, qui vont permettre de modifier l'orientation, l'attitude du satellite. Alors il y a un truc qui est particulier dans l'espace, c'est que lorsqu'on donne un petit coup de propulseur à gauche,
il faut tôt ou tard donner un petit coup de propulseur à droite pour annuler la première commande. Sinon, ça fait tout. Parce que sinon, vous continuez à dériver continuellement. Voilà. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de frein. Donc il faut contrebalancer. Toute action doit être contrebalancée. Voilà, ça, partie extrêmement importante. Sans ça, tout le reste ne sert à rien. Une gestion de mode, on a parlé des modes, permettre des transitions, allumer certains équipements, en éteindre d'autres, en fonction du mode. Tout ça, ça va être géré par un module dédié. On va avoir ici un système, on a souvent des systèmes pyrotechniques sur le satellite, donc ça va être des systèmes, donc les panneaux solaires sont bloqués le long du satellite. Quand il a été lâché par le lanceur, on va vouloir qu'il ait de la puissance, donc on va relâcher les panneaux solaires. On fait sauter des valves, des boulons pyrotechniques qui vont relâcher les panneaux solaires. On peut aussi imaginer des systèmes de propulsion avec des tuyaux qui sont coincés par des valves de nouveau pyrotechniques. On la fait péter, elle sort et le tuyau est libéré. C'est ce genre de... En général, ces commandes sont des doubles commandes. Ouais. On n'a pas envie que ça pète. Donc il y a ce qu'on appelle du arm and fire. On aura une première commande en disant attention, je m'apprête à. Et si elle n'est pas, si on n'a pas envoyé la deuxième commande en déant un certain temps, elle est annulée. Si on envoie la deuxième commande en déant un certain temps, elle est appliquée. Ou si on a un satellite avec une longue antenne, par exemple, on va vouloir la compacter et puis la faire exploser justement boulot à un petit boulon ou quelque chose comme ça qui va relâcher l'antenne et lui permettre de se déployer en vol. C'est ce genre d'utilisation. Ensuite, on a le système de puissance électrique. Alors, ça va être un système, premièrement, les panneaux solaires, collectent l'énergie, la transforme en électricité. Toute cette énergie va finir dans la batterie, et la batterie va être connectée à un système qui s'appelle le PCDU, le Power Control Distribution Unit, qui va distribuer la puissance aux différents équipements quand ils en ont pour les allumer. Le satellite n'est pas tout le temps en visibilité du Soleil, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une batterie qui va se charger, se décharger en fonction des orbites et de la position sur l'orbite. Le système de contrôle thermique, qui va permettre de réguler la température, parce que forcément les équipements ne peuvent pas vont mal se comporter à certaines températures, ne peuvent pas dépasser certaines, être refroidis trop bas, à trop basse température. Ou alors vont avoir besoin justement d'être refroidis de manière à des températures très très basses. Par exemple, Euclid, son capteur, doit être refroidi proche du 0 Kelvin, donc moins 270. 3. Oui, mais il est à moins 270 quelque chose degrés. Donc pour ça, il va y avoir soit des dissipateurs, donc transférer la chaleur d'un côté vers l'autre, soit on va avoir des cryocouleurs, donc ça va être des équipements qui sont destinés à refroidir énormément des parties du satellite. Alors, un mécanisme pour orienter les panneaux solaires face au soleil, c'est pratique. Payload management, on en a discuté aussi, ça va permettre de contrôler la payload, lui permettre de prendre des images, potentiellement de l'orienter, récupérer ses statistiques, récupérer ses données. Un manager pour la radiofréquence, donc ça va être la communication, les antennes dont on a parlé, les allumer, et mettre justement sur ces antennes. Non, mais là, non. Une anecdote, radiofréquence sur la mission Euclide, ils avaient inversé totalement la chaîne de radiofréquence. À savoir que, vous pouvez imaginer, vous voyez ce que c'est qu'un circuit. Est-ce qu'on ne voit pas sur une photo plus tard? Si, on la voit. On voit la chaîne, hein, on vous la montrera. Donc, on l'a dit, tous les équipements non seulement sont redondés, ils sont interconnectés entre eux. Donc, dans une chaîne de radiofréquence, vous avez des amplificateurs, vous avez des filtres, vous avez des WTA, c'est d'amplificateurs aussi. Vous avez des chaînes d'encodage, enfin des dispositifs d'encodage et de décodage. Et ils s'est trompé en clair, c'est comme s'ils avaient regardé le plan de l'autre côté. Donc nous, en soft, on a dû, on a recablé en soft. Voilà, parfait. Ensuite, Equipment Manager, donc on va pouvoir avoir un manager générique qui va pouvoir activer et désactiver des équipements, choisir, parce que les équipements sont souvent connectés à 2 bus différents, donc on voit des bus tomber en rade. Ça va permettre de changer les sélections. Voilà, c'est un truc assez générique qui va contrôler tous les équipements. On a
La gestion du temps bord, donc il y a le temps, on a un compteur de temps qui évolue à bord qui va permettre de synchroniser le temps du satellite avec le temps de la station sol et permettre aux opérateurs de savoir quand une télémétrie a été émise, par exemple. Une gestion de sauvegarde, donc la sauvegarde, ça va être la sauvegarde ici justement des télémétries. Le satellite n'est pas tout le temps en visibilité d'une station sol, donc on ne peut pas tout le temps émettre ces données. Du coup, c'est important d'avoir des modules, des mémoires de masse qui permettent de conserver ces données à bord. Ensuite, un context management, donc ça va être de la sauvegarde plutôt, pas de données de télémétrie, mais de données internes du satellite. Si jamais le software connaît un reboot, ça permet de repartir d'un état connu précédent et de recharger le contexte et de redémarrer sans devoir tout reconfigurer à la main. Où est-ce que j'ai pas parlé ? Et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses. Donc c'est vraiment très complexe et énormément de modules qui sont tous interconnectés et qui ont tous vraiment une grosse utilité au niveau du satellite. Pour information, un logiciel vol, c'est plusieurs dizaines de milliers de lignes de code. Ça peut paraître peu par rapport à des grosses applications actuelles, Ouais. mais C'est de la ligne de code dure. c'est de la ligne de code, elle a été très bien réfléchie. Voilà. Et donc, comme on vous disait, il y a la manière de faire les choses. Et on a l'habitude... alors, ceci, c'est une vue un peu différente de ce qu'on a vu déjà. Donc, on organise le logiciel en des couches de variabilité. Et on l'a, Joachim m'avait déjà dit, celles qui sont proches du matériel, de la plateforme sur laquelle on s'exécute, et d'autres qui sont proches de la mission. Et entre les deux, des couches que l'on destine à être réutilisées d'une mission à l'autre, d'une plateforme à l'autre, et donc qui sont naturellement plus génériques parce que destinées à cette réutilisation. Et verticalement, on a ce qu'on appelle les chaînes fonctionnelles, et on reprend ce qu'on a vu, la gestion de la thermique, avec l'application thermique ici, où on va mettre des lois de contrôle de la thermique, que vous connaissez peut-être, ces lois du PID, donc proportionnel intégral dérivatif, ce genre de choses. Alors, où on fait du bang-bang, zaf trop chaud, zaf trop froid, on-off, ou bien on peut aller jusqu'à du PID, des choses qui sont relativement compliquées. Et puis quand on va descendre ici, on va avoir cette même échelle fonctionnelle, on va avoir là la gestion des équipements qui participent à cette chaîne thermique, à savoir par exemple des couleurs d'un côté, des caloducs de l'autre côté, des heaters ou chaufferettes aussi, en prenant les thermistors, voilà. Et donc, si on fait la même chose pour la chaîne power, on peut faire la même chose pour tout la OCS, etc. Donc, l'idée est qu'on doit architecturer intelligemment son logiciel, de nouveau, qu'on pose le crayon, qu'on réfléchit, qu'on voit comment on définit des blocs, on voit comment ces blocs communiquent entre eux. Et donc, en effet, parce que à l'intersection de ces couches de variabilité et de ces chaînes fonctionnelles, on va définir. C'est un peu abstrait, hein, c'est un peu théorique, mais voilà, ça vaut la peine d'en parler. On va définir un module, a priori, qui va avoir une interface, ce qui est requis et ce qui est fourni. Et donc, par une interface, avec à l'intérieur les structures de données, toutes les machines bêta, par exemple, tous les algorithmes documentés. Et ça, c'est un module. C'est ce qui va d'ailleurs être soumis à test unitaire, ce que Joachim mentionnait tout à l'heure. Donc, on va le prendre en isolation, tout seul, et on va l'exercer au travers de cette interface de manière à couvrir. Dans un test unitaire, on a une obligation, nous, de couverture complète de l'ensemble du code. On doit s'assurer qu'il n'y a pas une ligne de code qui n'a pas été exercée. On ne peut pas laisser ce qu'on appelle du code mort à bord. Et non seulement on doit exercer toutes les lignes de code, mais de toutes les manières possibles. En prenant toutes les combinaisons. Donc vous avez if A et B ou C et D, on doit essayer B vrai, C faux, on essaie toutes les combinaisons pour essayer de... Voilà. Et donc, il y a deux paradigmes qui sont... C'est un gros mot, paradigme. Hein, je sais. Il y en a qui est plus traditionnel dans le développement, c'est-à-dire une base, enfin, c'est pas vraiment une base de données, on va appeler ça base de données par simplification, mais c'est un ensemble de paramètres qui sont gérés à bord du satellite. C'est les 40 000 paramètres dont je vous parlais tout à l'heure. Qui servent d'entrée ou de sortie, ou les deux, d'entrée ou de sortie à tous les modules,
qui vont être gérées de manière centralisée dans un même module et accessibles à tout le monde. Ça va être de manière un peu classique. Et ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus distribué. Donc chaque composant a ses propres paramètres et peut les échanger avec d'autres via ces interfaces d'entrée et de sortie. Et évidemment, on peut conjuguer les deux systèmes en mettant, par exemple, un composant qui est chargé d'une manque de jeu. Je vais passer dans le Donc ça, c'était ce qu'on appelle l'architecture. Donc pour que vous compreniez bien, donc on a parlé de ce qui était le fonctionnel, hein, ici. Voilà. Donc une décomposition fonctionnelle, si vous voulez, quelque part. On a parlé de l'architecture statique, c'est donc la définition de tous ces blocs, de toutes ces unités, de tous ces modules, tous ces composants. Jusque-là, ça fait le job, Oui. mais ça n'interagit pas. Ça ne vit pas. Ça ne vit pas. Vous savez que voilà, il faut donner vie au logiciel. Donc, ce logiciel, il faut un point d'entrée quelque part, il faut aller le chatouiller, il faut quelque part, il faut des tâches, des threads. Pas d'autre nom ? Non, c'est ça, mais ça c'est plutôt du coup pour l'année prochaine, normalement, si je ne dis pas de conneries, toujours, bon, c'est pas plus mal d'en entendre déjà parler. On va avoir deux types de tâches, une tâche cyclique. Une tâche cyclique, ça va être une tâche qui a un while true. Donc on va en permanence rester dans cette tâche, elle va en permanence faire la même chose. Ensuite, on a un deuxième type, c'est une tâche sporadique. Une tâche sporadique, c'est une tâche qu'on active pour un besoin spécifique. On a, admettons, une télécommande qui arrive, on a besoin de faire un traitement particulier, on peut activer une tâche qui va traiter la télécommande. C'est un exemple. Et puis ensuite, on a un troisième type, on a des interrupts. Des interruptions qui peuvent être software ou hardware, ça va être quelque chose, un composant, ou voilà, on va dire, admettons, du matériel qui va réveiller le software, pour faire une action très précise. Donc ça doit être fait tout de suite, c'est très haute priorité. Toutes ces tâches, on a besoin qu'elles s'exécutent entre elles, on a besoin potentiellement qu'elles interagissent entre elles. Pour ça, on a besoin de toute une série d'objets. On a besoin de ressources, donc on a besoin de mémoires qui sont potentiellement des mémoires partagées. On a besoin d'input, output, donc on a besoin d'échanger des messages, de message queue, ce genre de choses. On va avoir besoin de ces tâches de les synchroniser. On n'a pas envie qu'elles tournent toutes en même temps. Certaines ont peut-être besoin de certains éléments d'autres tâches et doivent les attendre pour démarrer. Pour ça, on a toute une série de moyens de synchronisation entre ces tâches. Ensuite, ça on a déjà présenté les message queues entre les tâches, et on a une multitude de ces tâches. Sur Euclid, par exemple, on avait une cinquantaine de tâches qui tournent toutes en parallèle et qu'il fallait synchroniser et échanger des données entre elles. Et ceci donne du coup... Tu t'y risques ? Quoi ? Tu t'y risques ? T'expliques ? Je peux m'y risquer. Alors, donc, non, simplement, Joachim va vous expliquer. Hein. Non, mais tu vas le faire. Voilà. Donc, de nouveau, j'essaie de remettre ça en perspective, dans le On passe contexte. à mon nominal, la tendance. Pardon ? On passe à mon nominal. Non, moi je suis l'entremetteur. Non, simplement, c'est pour vous dire que, pour prendre conscience, oui, il y a des manières de faire les choses. Il y a des contraintes, on vous a parlé tout à l'heure, hein, en début de présentation, je vous parlais justement de ce côté déterministe, de ce côté temps réel, c'est typiquement là où on est. C'est typiquement, donc pour faire face à ces contraintes, on doit mettre en place des stratégies, qui sont des stratégies, et croyez-moi, on vous a évité quelques planches de maths pure. Oui. Donc, quelque part, on doit pouvoir avoir une preuve mathématique de ce qu'on appelle je vais le dire en français, de l'ordonnançabilité du logiciel. Donc, on doit pouvoir prouver qu'en toutes circonstances, ce logiciel s'exécutera en ayant le temps donné, dans les échéances qui lui ont été fixées, de manière correcte. Alors ici, on a pris un exemple extrêmement simple que Joachim va donc s'empresser de décrire. Voilà. On va très souvent prendre comme fenêtre de temps pour l'exécution du logiciel et toutes ces tâches, 1 seconde. On veut être sûr que sur 1 seconde, l'intégralité des tâches qu'on a définies, en tout cas les tâches cycliques, auront eu le temps de s'exécuter et d'effectuer toutes leurs actions. Ça peut être plus long, ici en général, ça reste sur 1 seconde. Alors, ce que le petit schéma ici explique pour 3 tâches, c'est que on va avoir au début de l'exécution d'1 seconde, au début
une première tâche qui va s'exécuter. Pourquoi celle-là? Parce que cette tâche, quand on l'a définie, on a pu lui donner une priorité. Cette tâche ici a une priorité qui est plus importante que les deux suivantes. Donc, elle commence son exécution en premier lieu. Elle va s'exécuter. Et là, à un moment, donc elle va avoir, pardon, je ne l'ai pas dit, aussi une période de 500 millisecondes, c'est-à-dire que sur la seconde, elle va s'exécuter 2 fois, et pas de phase. Donc, elle va commencer dès que possible. Cette tâche ici, représentée par le rectangle bleu, va s'exécuter jusqu'à ce que, on en a parlé tout à l'heure, une interrupt arrive. Donc ça va être le hardware qui va lever un problème ou pas, ou quelque chose. Il va falloir traiter immédiatement. Donc on va passer à la gestion de cette interruption. Une fois que c'est terminé, la tâche reprend son exécution et continue. Pour 500 millisecondes plus tard, une demi-seconde plus tard, se réexécuter. On va potentiellement ici avoir une seconde tâche qui va avoir une période d'une seconde, qui va s'exécuter une fois par seconde, mais avec une phase de 400 millisecondes. Donc qui va s'exécuter 400 millisecondes après le démarrage, après le début de la seconde. C'est ce qu'on voit ici. On voit que la première tâche ne s'exécute plus. Celle-là, ces 400 millisecondes sont écoulées, sa phase est passée, elle doit s'exécuter. Elle va donc le faire, elle commence à prendre du temps processeur. Après 500 millisecondes, cette tâche se réactive, elle est de priorité, elle reprend la main. Donc, on dit qu'elle préempte, elle prend la main sur la seconde tâche. Donc celle-là ne s'exécute plus, celle-ci se termine, elle continue. Et ici, de nouveau, on a le schéma. Donc celle-ci s'exécute, elle laisse la main, on a une interruption, on laisse la main, on exécute, on reprend cette tâche-ci, on se termine, on reprend cette tâche-là. On va avoir un troisième cas de figure, ici, qui est une tâche sporadique dont j'ai parlé. Donc ça, c'est une tâche qu'on va exécuter, qui n'a pas ces contraintes cycliques, donc qui va pouvoir s'exécuter quand elle a du temps. Elle est sollicitée ici, donc pendant l'exécution de celle-là, elle est de plus basse priorité, donc elle ne s'exécute pas parce que celle-là a déjà la main. Dès que celle-là relâche, celle-là peut prendre la main, jusqu'à se faire préempter par celle-là qui doit démarrer, qui est de plus haute priorité. Et ainsi de suite sur toute l'exécution du logiciel. Ce qu'on va pouvoir aussi retrouver, ce qui pourrait arriver, c'est que cette tâche-ci doit relâcher la main trop souvent. Ce qui fait que, à la seconde suivante où elle devrait être activée, elle est toujours en cours d'exécution. C'est ce qu'on appelle un overrun. Dans ce cas-là, on n'est pas en mesure d'assurer que la tâche va pouvoir, sur sa seconde, exécuter tout ce qu'elle est censée faire. C'est, dans la majorité des cas, ça va être détecté et on va redémarrer le logiciel. C'est ce genre de choses qu'on va absolument éviter. Ça veut dire que le logiciel, il n'est pas ordonnançable. Ça, c'est un exemple qui, pour nous, on va dire, est relativement simple parce qu'il comprend que 3 tâches plus une interruption. Il faut imaginer que ça doit être la même chose avec 50 tâches sur la seconde. Et donc, c'est pour ça que le but, ça va être de prouver que ce logiciel va pouvoir, sur sa seconde, exécuter toutes ces tâches et leur laisser suffisamment de temps de processing pour pouvoir s'exécuter complètement et assurer que le logiciel va fonctionner comme ça. Ça, c'est un petit avant-goût des cours de l'année prochaine. Peut-être pas que 50 tâches. Voilà. C'est pour faire un peu peur, non? Bon, Même pas peur. Ok, donc en fait, je l'ai dit tout à l'heure, ce logiciel est un logiciel embarqué enfoui. Son environnement de développement n'est pas l'environnement d'exécution. À savoir que l'on va développer sur des stations de travail, maintenant de plus en plus des portables avec 1 ou 2 écrans externes. Hein. Mais en clair, l'environnement de développement n'est pas l'environnement d'exécution. Il faut avoir un environnement de développement extrêmement confortable, celui-là est un peu idéalisé, et tandis que l'environnement d'exécution, ça ressemble à ça. Ça, c'est typiquement un calculateur bord dans un satellite. Donc, c'est cette taille-là. Enfin, ça c'est un modèle d'ingénierie, c'est un modèle qui reste au sol. Hein. Ça faut remarquer. Ceux qui sont mis avant le satellite sont plus endurcis, parce qu'ils doivent résister aux vibrations du collage. Il ne faudrait pas que les connecteurs se détachent. Enfin, bon, donc, c'est très important. Hein, cette notion, alors, je pense que c'est quelque chose à laquelle vous n'avez pas encore été confronté. Tant qu'à présent, vous avez l'habitude de développer sur une machine et d'exécuter sur cette même machine. Et ici, ça va être à gauche un Linux. On va développer sur du Linux et on va faire tourner ça sur une cible ARM ou Spark. Mais Spark, ça paraît moins
Donc, ça va être des architectures différentes. Ce que l'on fait aussi, c'est que pour supporter le processus que nous avons décrit, hein, avec tout ce cycle en V, avec toute cette démarche de conception, d'ingénierie, on va être aidé par des outils et par de la modélisation. Alors, la modélisation logicielle a quelque chose de particulier. La modélisation, en fait, est utilisée dans beaucoup de domaines de l'industrie. Hein, typiquement, un architecte qui fait les plans d'une maison, c'est un modèle de la maison, quelque part. On peut faire ça de manière plus large pour une usine entière. On peut faire la conception d'auto en utilisant des logiciels de modélisation, par exemple, par élément fini, bien connu. On peut faire de la conception électronique avec, de nouveau, des logiciels de modélisation où on va connecter des composants électroniques, des portes logiques, ce genre de choses. Mais à chaque fois, vous avez le plan et puis vous avez la réalité. Et entre les deux, il faut mettre les mains dans le cambouis. Le logiciel, c'est particulier qu'on peut, dans une certaine mesure, dériver directement partie du code à partir du modèle. À savoir qu'on ne va pas de nouveau produire de la ligne de code à fond perdu, on va plutôt favoriser la conception, mais cette conception ne sera pas tout à fait perdue, on va pouvoir générer automatiquement au minimum des squelettes de ce code. Alors après derrière, il faudra peut-être un peu aller ajouter, mais typiquement tout ce qui aurait été déclaré là-bas, si une boîte correspond à une fonction, vous allez avoir le squelette de la fonction. Si on a défini, par exemple, même une machine d'état, c'est quelque chose qui est modélisable. Machine d'état, c'est quand vous dites je suis dans un certain état, je passe dans un certain autre sous une certaine condition et j'exécute telle action. C'est des choses qui sont assez facilement modélisables et assez facilement transposables et peuvent être assez facilement autogénérées. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire, il y a des outils qui aident à la conception, ce sont des outils de modélisation. Il y a beaucoup de standards de modélisation. Un des plus couramment utilisés, c'est l'UML, qui est d'ailleurs pas vraiment une méthodologie, mais qui est plutôt un langage. Voilà. Donc c'est... et donc nous, ce que nous utilisons, ce que tu utilises tous les jours... C'est un logiciel qui s'appelle Papyrus, qui est ici sous forme de plugin Eclipse, qui va nous permettre de définir tout notre logiciel sous format UML, et ensuite, donc, comme Paul l'a dit, de générer le squelette de ce logiciel. Donc ça va être toutes nos fonctions, tous nos modules, de faire les includes dans ces modules. Voilà, ça va vraiment nous permettre de faire tout le design de notre software sur base d'une modélisation. Avec des boîtes. Avec des jolies boîtes et des flèches. Et tout le problème, c'est de savoir ce que signifie la boîte et ce que signifie la flèche. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vous parler. On utilise différents langages de programmation. Alors le plus couramment utilisé chez nous, c'est le langage C. J'imagine que le C, vous en faites. Hein? Ok. Pourquoi le C? Parce que historiquement, le C, ça fait le job. Parce que c'est un langage qui permet un contrôle extrêmement précis entre autres, quand on a du hardware en dessous. Maintenant, le C, ça permet de faire des crasses aussi. Hein, on peut tout faire. On peut tout faire, voilà. Alors, des choses que l'on n'utilise pas à bord, le C++. Joachim l'a dit tout à l'heure, derrière, la plupart du temps, il y a des versions de C++ qui ne le font pas, mais la plupart du temps, C++, quand vous allez créer un objet, derrière, il y a de l'allocation mémoire. Et on a dit qu'on ne veut pas d'allocation dynamique. Java, c'est un peu la même chose. Si ce n'est qu'on commence à le mettre à bord, mais de manière interprétée et dans des environnements protégés, un peu bac à sable. Et alors, on a aussi d'assembleurs pour des usages très spécifiques, typiquement dans les boots, dans le boot software. Pour récupérer des valeurs de registre spécifiques, pour récupérer des choses très très précises au niveau software, on utilise. Alors, j'en ai oublié un à dessin, c'est ADA. Alors, ADA, vous n'en faites pas. Pour autant, vous avez une salle qui s'appelle Ada Lovelace, et vous avez une autre qui s'appelle Charles Babbage. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, non?
Donc vous êtes dans un bâtiment, personne ne sait que vous avez une salle qui s'appelle Ada Lovelace. Bon, ben, quand vous descendrez les escaliers, vous regarderez. Pour la petite histoire, Ada est un langage qui a été commandé par le département de la défense américain il y a bien longtemps. Vous avez remarqué qu'ils avaient 400 langages. Ça, c'est un peu la légende urbaine, mais ce n'est pas tout à fait fausse. Ils avaient 400 langages. Ils se disent, oui, c'est un peu trop. On va spécifier un nouveau langage qui les remplacerait tous. Et il y a eu un appel à idées, un concours. C'est des Français qui ont gagné. Ils ont défini ce langage Ada. Le département de la défense américain a introduit Ada, et maintenant ils ont 401 langages, parce qu'évidemment les autres n'ont pas disparu pour autant. Le langage Ada est un langage qui est utilisé encore pas mal. Alors ça c'est français, donc ça reste assez utilisé en France. C'est pas mal utilisé dans les fusées, dans les lanceurs. C'est un langage qui est fortement typé, et qui évite un petit peu tous les problèmes qu'on peut avoir avec le C. On l'a dit, le C, vous allez faire Un petit pointeur mal foutu. plus sur la pointe. Donc, c'est un langage qui est très contraignant, mais le C, quand il compile, vous êtes encore nulle part. Il compile, mais c'est buggé. L'ADA, quand ça compile, c'est pas loin de marcher. Et pour la petite histoire, pourquoi Ada? Parce que donc Ada Lovelace, qui était la première, en tout cas celle qu'on a qualifiée comme étant la première programmatrice, programmeuse, hein, qui était comment dire, elle était, Charles Babbage était son mentor. Charles Babbage est celui qui est considéré comme un des premiers à avoir fait ce qu'on peut considérer comme une machine automatique qui est un peu précurseur des ordinateurs actuels. Ada Lovelace était aussi, by the way, à propos, c'était la fille de Lord Byron, qui est un poète anglais. Si certains d'entre vous, s'il y a des Italiens dans la salle qui viennent de La Spezia, dans le golfe de La Spezia, il est appelé le golfe du poète parce que Charles Byron l'a traversé à la nage. Pour la petite histoire, Charles Babbage a aussi inventé le tablier à vache. Le tablier à vache, c'est le truc qui est devant les trains western, vous voyez, pour éviter de se prendre une vache. C'était 1800 et quelques. Et donc, Ada Lovelace, on ne sait pas très bien quelle fréquentation de Charles Babbage, toujours est-il qu'elle épousait le comte de Lovelace, sinon, donc son vrai nom c'était Augusta Ada King, comtesse de Lovelace. Ouais, bon, regardez là. Comme ça, quand vous passerez devant la salle, vous saurez pourquoi. Voilà. Et donc, pour produire notre logiciel, on vous l'a dit, non seulement on a des outils de modélisation, mais on a aussi des outils de production. Puis on met toute la configuration de notre logiciel en base de données. XML. Et à partir de là, on va générer des artefacts, donc des avatars. Utilisable dans le logiciel. Pardon? Utilisable dans le logiciel. Utilisable dans le logiciel. Donc à partir de cette définition centralisée, on va générer la documentation, on va générer la configuration du logiciel, on va générer des fichiers que l'on va échanger, typiquement tout ce qui est télécommande et télémétrie. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris que c'est échangé entre le bord et le sol, que donc nécessairement bord et sol doivent partager une même définition, sinon ils ne se comprennent pas. Et donc une manière de faire, c'est d'avoir une définition centralisée, de générer à partir de cette définition la configuration utile pour le sol et une même configuration utile, enfin l'inverse, utile pour le sol et une configuration utile pour le vol. Voilà. On génère aussi le manuel utilisateur, on va dire beaucoup de choses. Ah, je vais en arrière. Donc, ça. Oui, t'expliques. Oui, ici c'est de nouveau une figure qui va nous permettre de revenir sur l'utilisation des simulateurs. Du coup, on va retrouver notre logiciel. C'est en gros un très gros résumé de la figure qu'on présente depuis le début avec les 3 couleurs, qui va être exécuté sur un cœur de simulation qui est aussi produit par Spacebell, par une autre unité, qui lui-même va permettre, qui va lui-même contenir des interfaces de communication avec des équipements eux-mêmes simulés. Donc ça, tout ça est simulé. Ça, c'est vraiment le processeur. Depuis le bit, l'intégralité du processeur est simulée.
Ces liens de communication sont tous simulés. Les équipements sont également simulés. Les instruments, donc la payload, tout ça est simulé. Et le software va pouvoir interagir avec tout ça comme si c'était des vrais équipements. Et puis alors après, en fonction des besoins, on peut introduire une fausse station sol pour communiquer avec le logiciel depuis une station sol. Et des modèles d'environnement. Modèles d'environnement dont Paul a parlé, donc ça va être champ magnétique, ça va être les radiations solaires, ça va être toute une série de facteurs qui vont influer sur le satellite et modifier son attitude et son orbite. Et puis alors après ça, on contrôle toute cette simulation via des scripts qu'on écrit nous en Tcl. C'est un langage que j'espère que vous n'aurez jamais utilisé. Mais... Passons. On va vers le Python. Python. On va vers le Python. Ouais, ça c'est là, oui. Mais ça, c'est vraiment notre manière de tester notre logiciel. Hein. Donc, on va avoir des... Je dirais pour une ligne de code, je ne sais pas combien de lignes de test on peut avoir. Ça, c'est quelques exemples de calculateurs. Des calculateurs qui sont retrouvés dans le satellite Gaia, dont on a parlé, dans la fusée Ariane 5, la fusée Vega, et les satellites Galileo. Donc c'est chaque fois des boîtes qui ont l'air assez massives comme ça parce qu'elles sont obligées d'être blindées pour survivre aux radiations et à toute une série de contraintes environnementales de l'espace. Moins pour les fusées puisqu'elles ne vont pas aussi loin ou n'y restent pas aussi longtemps. Ici c'est un schéma qui va présenter les différents types d'environnements sur lesquels vont être exécutés les logiciels. Donc on va utiliser principalement pour le moment une architecture Spark, qui est une architecture... c'est qui a développé ça? C'est japonais, mais c'est... Non, c'est américain, mais il y a bien longtemps. C'est assez vieux. Donc ça, c'est plutôt européen. Les Américains vont prendre plutôt du PowerPC, mais on commence à aller vers les... Nous, en tout cas, on commence à aller vers les cibles ARM et les cibles RISC-V qui sont... Alors, il faudrait mettre cette figure à jour, j'ai pris le temps de le faire. En fait, cette zone est en train de prendre tout le reste. De prendre de plus en plus d'importance. Donc les processeurs ARM, c'est typiquement les processeurs que vous avez dans vos smartphones. Hein. Donc il y a plusieurs, c'est une famille de processeurs, il y a différentes variations sur ce processeur. Il est utilisé par exemple sur Ariane 6, il y a des processeurs ARM. Tout ce qui est New Space, les petits CubeSat, c'est du processeur ARM. Le RISC-V est en train de venir. Pour l'information, il y a deux manières d'augmenter la puissance des processeurs. C'est soit on augmente la fréquence d'horloge, mais la consommation électrique, oui. Oui, la spécification est open source, tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est intéressé au RISC-V, parce que nous, on doit éviter de prendre des composants qui sont des composants militaires ou à usage dual, et être soumis à des lois qui ne seraient pas des lois strictement européennes. Typiquement, il y a des composants que les États-Unis n'exportent pas. Deux manières d'augmenter la puissance d'un processeur, c'est augmenter sa fréquence, mais la dissipation de chaleur augmente plus vite, au carré, exponentiellement par rapport à la fréquence. Et donc, ce qu'on va favoriser, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans vos laptops, vous avez maintenant des processeurs multicore. On va multiplier plutôt le nombre d'unités de traitement plutôt que de... Alors ça, c'est parce qu'il y a deux philosophies principales. On va dire, il y a le space traditionnel. Donc, un satellite à 500 millions d'euros, on n'a pas envie de prendre de risque avec. Donc, on va aller chercher un processeur qui a été testé, retesté, donc on est certain qu'il va tenir l'environnement spatial. Et puis le New Space, les plus petits CubeSat, qui vont plutôt aller chercher des processeurs ARM et tout ça qu'on trouve dans le commerce, qui vont potentiellement se tenir un peu moins bien, mais on accepte le risque parce qu'on réduit beaucoup les coûts. Et c'est des choses qui vont aussi se situer en règle générale à plus basse altitude, et donc être plus protégées par les couches de l'atmosphère. Ensuite, un petit slide sur les operating systems qu'on utilise. Donc on utilise des real-time operating systems. On utilise principalement nos RTEMS dans une version qui a été qualifiée par une société pour l'Agence spatiale européenne. Mais on peut aussi trouver VxWorks qui fonctionne très bien. Linux RT est moins utilisé, FreeRTOS l'est, parce que Xilinx, tous ces outils supportent beaucoup FreeRTOS. Donc, sur ARM, il y a beaucoup de FreeRTOS. Voilà. Ou alors on a une deuxième philosophie qui est le Time and Space Partitioning. Là, ça va plutôt d'avoir un RTOS qui va tout gérer. On va avoir plusieurs partitions différentes qui sont gérées par un hypervisor qui va
allouer du temps d'exécution à chaque partition. Alors, on va finir, assurez-vous. Tout arrive. On fait toujours comme ça, hein, on donne une perspective, on dit voilà, quid de l'avenir. Et donc, d'abord, et c'est des choses. Alors ici, je partage un peu avec vous de la stratégie. Parce que la stratégie, c'est essayer de prévoir l'avenir et de voir comment on s'inscrit dans cet avenir. Et donc, typiquement, nous, ce vers quoi on va, c'est aller, par exemple, vers de plus en plus, ce qu'on voit à bord, c'est les fichiers. Pour vous, un système de fichiers, ça semble naturel. Vous travaillez avec des fichiers, vos applications utilisent des fichiers, les fichiers, vous les mettez sur une clé USB, voilà. À bord, c'était moins sûr. Ça commence à venir. Et on va de plus en plus, quand il y a de plus en plus de données traitées à bord, et que le fichier est suffisamment un moyen facile de gérer ces données, on est en train de mettre des systèmes de fichiers à bord, des systèmes de fichiers de plus en plus sophistiqués. Et d'ailleurs, on travaille sur un en ce moment. non, tu travailles. On arrive à des systèmes qui sont presque du drag and drop de fichiers comme sur Windows, mais c'est sur le satellite. Avec des systèmes de transfert de fichiers, avec des... Voilà, donc c'est... évidemment, on a de plus en plus d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous en avons tous entendu parler. Le spatial n'y échappe pas, et le spatial embarqué non plus. Ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, l'AFD, dont on vous a parlé tout à l'heure, donc cette détection de panne, c'est quelque chose que l'on peut réaliser avec de l'intelligence artificielle. Ce sont des processus industriels qui sont utilisés par ailleurs. Hein. Donc l'industrie terrestre traditionnelle utilise largement l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est quelque chose que l'on met à bord. À bord, on vous a dit 40 000 paramètres. Ben, on peut très bien avoir une intelligence artificielle qui va puiser dans ces 40 000 paramètres pour essayer de discerner si, tiens, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, elle le sait, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer. On attend de l'intelligence artificielle qu'elle puisse peut-être discerner des choses que nous-mêmes, on n'a pas nécessairement totalement anticipées. Donc il y a une valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on imagine aussi pouvoir mettre à bord des fusées. Quand une fusée dévie sa trajectoire, pour une raison quelconque, il y a des opérateurs sol qui observent ça, ils ont le doigt sur le bouton. Hein. Mais à terme, on se dit, tiens, on pourrait mettre ça à bord. Alors il y a des barrières psychologiques, hein, on entend bien. Mais dans un avenir pas trop lointain, on pourrait imaginer avoir une intelligence et une intelligence potentiellement artificielle à bord pour prendre cette décision. Ça permettrait de s'affranchir de toute l'infrastructure sol, ne pas avoir de grandes antennes qui doivent suivre ce satellite. Kourou, c'est 5 antennes, c'est des kilomètres de câbles, les antennes qui sont énormes, c'est du suivi radar, c'est des opérateurs. Ça coûte un pont. À partir du moment où on veut favoriser l'accès à l'espace, il faut réduire le coût, et une manière de réduire le coût, c'est de diminuer l'infrastructure et de mettre plus d'intelligence à bord avec, par exemple, de l'intelligence artificielle. La cybersecurity. Alors on va dire, mais pourquoi? Parce que on pourrait très bien imaginer, ça ne vient plus tout à fait de la science-fiction, qu'un satellite peut venir à côté d'un autre et peut-être l'espionner. Il y a du rayonnement électromagnétique, par exemple, ou bien qu'on pourrait prendre le contrôle. Les protocoles de communication télécommande, télémétrie, ne sont pas très sécurisés, hein, ils sont disponibles sur Internet, vous allez chercher. À partir du moment où vous êtes un bon radioamateur, vous connaissez le matériel. Vous avez le matériel, d'avoir un moyen de hacker. Il faut la fréquence, il faut le matériel, mais c'est tout ça. C'est vrai, c'est faisable. Alors, une tendance aussi, c'est aller de plus en plus sur du hardware software engineering. La frontière entre le soft et le hard devient de plus en plus ténue. Il y a des choses que l'on fait en software que l'on va pouvoir déplacer vers du FPGA. Vous n'êtes peut-être pas familier avec du FPGA. Considérez que c'est du hardware reprogrammable. Et inversement, il y a des fonctions qui étaient avant dans du hardware que l'on va faire de plus en plus en software. Et donc, pour pouvoir, il faut de plus en plus maîtriser les deux aspects. Voilà. Voilà. Et on va finir par quelques photos. Voilà. C'est presque. Donc on a parlé beaucoup ici. Ça, c'est le satellite Euclide. C'est le troisième plus gros satellite télescope, on va dire, qui est en ce moment dans
l'espace. On voit par comparaison, ici un ingénieur et puis à côté le satellite, c'est énorme, c'est vraiment, c'est plusieurs mètres de long, c'est très très large. On voit quelqu'un qui est dans la base, donc si tu reviens en arrière, voilà, la partie qui est ici en dessous, c'est là qu'on va trouver, donc ça c'est la plateforme, on a parlé de plateforme payload, ça c'est la plateforme avec les panneaux solaires, ça c'est le télescope, c'est la payload. Et là le monsieur est dans la plateforme. Ici, on va certainement retrouver tout ce qui va être cube d'ergol. Les composants sont dans des panneaux autour de la structure. Et là, bon, voilà, on voit qu'il commence à installer le harness. Et ça, typiquement, voilà, ça c'est une partie, ça c'est le satellite qui a été déplié. C'est le modèle de test. Et on voit tous les câbles qui sont nécessaires pour connecter tous les équipements ensemble. Ça c'est le, si je dis pas de conneries, ça c'est le contrôleur, ça c'est l'ordinateur de bord et ça c'est la masse mémoire. Et ça c'est le fameux... Ça c'est la fameuse télécom, la fameuse partie de communication qui était inversée. Alors il y a des guidons dedans, il y a des amplificateurs, voilà, derrière on devrait avoir des antennes. Et grâce à le guide, on a eu récemment quelques photos, donc voilà, ça c'est des 5 photos en couleur qui a été dévoilées. Galaxie. Un amas de galaxies, Perséide, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la nébuleuse de la tête de cheval, qui est plus connue. Tout ça, c'est très récent et ça a été pris avec ici, une petite photo du satellite ERA. La mission ERA, pour en toucher deux mots, c'est une mission qui va aller observer un système de 2 astéroïdes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a quelques mois, 1 an maintenant, 2 ans. Alors, ERA, c'est une mission... de ce qu'on appelle dans les la défense planétaire. Bruce Willis, quoi, en clair. Ouais, Vous voyez, Bruce Willis, Armageddon, Bruce Willis qui fait péter l'astéroïde, c'est nous. Sauf qu'il n'y a pas de charge nucléaire dedans. Donc les Américains ont fait un premier satellite qu'ils ont appelé DART, donc fléchette, qui est parti à je ne sais plus combien de milliers de kilomètres/heure vers un astéroïde. Donc c'est un système de 2 astéroïdes, un plus grand, un plus petit qui orbite autour. Le but de la mission des Américains, c'était de taper dans le petit astéroïde et de voir à quel point on s'est modifié son orbite. Ici, ça a très bien fonctionné. On a vu en live l'astéroïde se rapprocher et puis la collision. On a vu l'éjecta, donc la matière qui est partie. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement à quoi ressemble l'astéroïde, quelle est sa structure. Et le but du satellite ERA ici, c'est de venir, plusieurs années après, une fois que les matériaux se sont bien éjectés partout, venir observer l'astéroïde et prendre des mesures, faire des relevés. Donc ça va si jamais un jour on était menacé par un astéroïde. C'est le genre de mission qu'on pourrait envoyer pour caractériser et voir comment on peut dévier l'astéroïde. D'ailleurs, en 2029, restez dans vos caves. Non, je ne vais pas vous faire peur. Il y a, il y a un astéroïde qui s'appelle Apophis, on l'a détecté en 2004, je pense. En 2004, on l'a détecté, on s'est dit, ah, celui-là, il va faire mal. Depuis lors, on a fini les calculs, il va passer à côté. Mais il passe à une distance plus proche que la distance Terre-Lune. Ah non, il passe en dessous de l'orbite des satellites géostationnaires. C'est très proche. Donc il va passer vers les 30 000, 29 000 km. Le satellite géostationnaire, c'est 36 000 km. Et donc il va passer en dessous. Donc c'est très très proche. Donc c'est, en clair, c'est 6 fois non, c'est 5 fois le rayon de la Terre. À l'échelle de l'espace, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment tout près. Et donc, on va essayer d'aller voir où il ressemble. Et donc, on est dans une autre mission, qui est la mission sœur de Hera, et qui va s'appeler Ramsès. Et le propre de ces missions, c'est que, autant un satellite qui va observer les étoiles, l'univers, quelque part, on a une certaine latitude, on a une certaine marge, je veux dire, marge en temps que temps, que schedule, que planning, autant là-bas on a un rendez-vous. Et le rendez-vous, on ne peut pas le manquer. Et donc il faut qu'on tire à temps et heure. La cause, c'est qu'on a besoin d'une assistance gravitationnelle de planète pour, on va dire, naviguer et arriver à se mettre sur le chemin de l'astéroïde. On ne peut pas rater une certaine configuration des planètes, donc on doit absolument tirer à une certaine date, sinon la mission est... Typiquement, Hera, c'est Hera. On va devoir le tirer en octobre de cette année, sinon on loupe le rendez-vous.
On ne loupera pas tout à fait le rendez-vous, on va être franc. On pourrait attendre encore 2 ans, mais il faudrait une fusée qui serait 2 fois plus grosse, qui coûterait 10 Et fois plus cher. beaucoup plus de temps, parce que là, l'ERA va partir, il y a 2 ans de trajet jusqu'à l'astéroïde. Oui. Alors la spécificité d'ERA, on en voit qu'un, mais c'est qu'il va contenir deux CubeSats, donc 2 satellites beaucoup plus petits, qui vont aussi prendre des mesures et faire relais avec ERA pour envoyer leur télémétrie. Donc ça c'est l'impact, c'est partir de l'impact d'une vue d'artiste à nous. Et donc nous avons développé, parce que si on vous en parle, hein, c'est parce que le premier satellite Euclide, nous avons développé l'ensemble du logiciel vol qui est dans ce satellite. ERA, nous terminons de développer, quand on arrêtera de nous demander de le changer, tout l'ensemble du logiciel vol qui est aussi dans ERA. Alors voici à quoi ressemble ERA en mode replié, forcément. et puis en phase de test. Alors voilà, on ne va pas vous expliquer tous les sous-composants, c'est ceux qu'on vous a montrés sur les vues éclatées tout à l'heure. Ça, c'est le même satellite, mais dans une chambre à vide. Ça, c'est une immense cuve à vide. Et ça va permettre, la cuve va permettre de le mettre dans les conditions de l'espace, de le refroidir à température spatiale pour faire des différents tests thermiques, entre autres. Et pendant tous ces tests, notre logiciel est évidemment utilisé, parce qu'on doit exercer le satellite. Alors ça, Alors, 3-3. pas dernière mission, mais autre mission sur laquelle on travaille depuis très longtemps, c'est Proba 3. C'est un démonstrateur de formation de satellite. L'idée, c'est d'avoir ici un satellite qui va agir comme un occulteur par rapport au Soleil, et celui-là qui va prendre des photos de la couronne. Donc c'est un coronographe qui va prendre des photos de la couronne solaire. Et l'idée, ça va être de les faire voler. Ils sont à combien? Quelle distance? 100 mètres? Non, moins. Ouais. De l'ordre de 100 mètres. Ils sont à une centaine de mètres et il faut les garder 150. l'un derrière l'autre pour pouvoir prendre des photos. Donc c'est du vol en formation, c'est un challenge assez grand. Voilà, alors c'est une mission qu'on développe depuis très très longtemps, je dirais trop longtemps, parce que c'est vrai que si on l'avait envoyé déjà, on aurait pu observer l'activité solaire actuelle. Et voilà, la dernière photo, c'est le satellite Proba 3. C'est les satellites Proba 3 en salle blanche, avec les opérateurs qui travaillent dessus. Ça, c'est chez Redwire, ce partenaire à Anvers. C'est un satellite qui est développé essentiellement par la Belgique et par l'Espagne. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Comme ça, vous avez des photos. Et voilà. Et il n'y a plus de photos de vacances, non? Il n'y a plus. Maintenant, Voilà. le festival. On peut les libérer? Non, ils ont des questions. Ah, c'est ça. Oui, oui.